Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour une nouvelle critique. Je suis avec quelqu'un que vous connaissez parfaitement aujourd'hui. Arthur Vanekem. Voilà, salut Arthur, ça va? Ça va, ça va. Comme à chaque fois qu'il y a un film d'ici qui sort, Arthur est en bonne compagnie pour parler de Shazam, un film qui est sorti en 2019. Alors oui, je sais, c'est un peu long le temps de la critique, mais bon, il y avait des choses qui sont arrivées qui ont fait que j'avais du retard. C'est un film qui est sorti donc en 2019 de David F. Sandberg, sur un personnage qui est apparu en 1940, créé par Charles Clarence Beck et Bill Parker. C'est un film avec Zachary Levi et Mark Strong. Je cite les deux noms les plus connus, mais il y a bien sûr d'autres personnes. C'est un film qui a coûté à peu près 100 millions de dollars. Il en a rapporté 364 avec étonnamment de bonnes critiques, mais probablement pas en France. On se demande pourquoi. Bon, en même temps, ces mêmes critiques ont encensé et ont surnoté des Marvel complètement pourris, donc pourquoi pas ce film-ci? Il dure 2h12 et c'est donc l'histoire d'un sorcier qui a un pouvoir qu'il transmet à un champion du bien, on va dire ça comme ça. Et il est en désespoir de trouver un nouveau champion, et c'est dans la personne de Billy Batson qu'il va trouver son champion, à qui il lègue des pouvoirs qui lui font devenir le héros Shazam, qui va affronter un odieux personnage, le docteur Sivana, et des monstres mystérieux. Voilà, grossièrement c'est ça. C'est aussi sous la forme un peu d'un teen movie. On peut dire qu'ensemble on a été assez impatients de regarder le film. Oui. J'ai essayé de faire comme toi. Je me suis couvert des trailers pour garder les scènes d'action un peu... Tous les... comme pour Aquaman. Spot TV, trailer, juste autant moi Aquaman je l'ai pas mal vu, mais toi je sais que tu... Ah oui, moi j'ai fait en sorte de ne rien voir des scènes d'action qu'il y avait dans la bande-annonce Là on parle d'Aquaman, hein, pour justement avoir l'effet de surprise. Donc je sais que toi par exemple la scène avec Mera, enfin la mère, Nicole Kidman, la mère de Arthur Curry qui se bat, tu l'avais déjà vu dans la bande-annonce. Moi j'étais étonné de voir ça. Donc t'as fait les mêmes démarches pour Shazam? Pour Shazam j'ai fait la même démarche. Est-ce que ça valait le coup? En fait, ce film ne se voit qu'une fois. C'est un film one-shot. C'est un one-shot. Voilà, malheureusement. C'est parce que là, en l'ayant un petit peu revu tous les deux, heureusement qu'on a passé beaucoup de passages. Pourrait-on dire que c'est le coup d'un soir? Grossièrement. C'est le coup d'un soir. C'est le coup d'un soir. Ce n'est pas une honte. Non. Mais c'est, comme je l'ai marqué là devant nous, c'est trop évident et ce n'est pas assez captivant. C'est un film assez linéaire. Un film qui manque d'intensité dramatique. Oui. Ça, c'est bien clair. Non, c'est un film qui n'est pas une honte, comme tu dis. C'est pas dramatique. Pour un film d'ici, il réussit sa mission de vouloir faire rire. C'est une bonne comédie. Pour ma part, j'ai ri. Il y a certaines blagues qui ne fonctionnent pas forcément. Mais on peut dire qu'il opère une sorte de petit virage, de changement, je trouve, dans la ligne directrice, un changement qui a été confirmé avec Aquaman avant déjà, mais bon, les deux étaient un peu en production presque en parallèle, pas totalement, mais on voit qu'il y a quand même un humour important qui crée des virgules, crée des rythmes un peu différents par rapport en tout cas au premier temps. Et ça a pris de l'ampleur en fait. C'est le virement de l'humour qui a pris de l'ampleur. Par rapport à Aquaman, c'est quand même le seul pour l'instant à vouloir essayer de quand même se raccorder, malgré ça, avec les premiers films de la franchise. Avec quelques mentions sur les événements passés dans Justice League, avec le journal qu'il y a dans la commode de Freddy, le trickster du film, celui qui est là pour faire rire à côté du héros, et le bateau-rang de Ben Affleck. Et c'est un film qui, étrangement, se permet, sans expliquer, en plus de ça, mais étrangement, ces héros de DC, dans cette réalité du film, de cette franchise, ont donné leurs droits pour avoir une commercialisation de leur effigie en personnage en t-shirt. Est-ce que ils vont... Ça c'est intéressant, ça aussi. C'est parce que ce sont des super-héros, est-ce qu'ils ont le droit à l'image? Est-ce que c'est une personnalité publique, on peut en faire ce qu'on veut sur le plan commercial? Ça peut être important, ça peut être intéressant, ça, pas forcément chez DC ou Marvel, mais de faire un film sur les super-héros
Comme objet de médiatisation. Voilà, je me suis dit qu'il y avait des problèmes que je trouve de cohérence par rapport à la réalité dans laquelle s'inscrit ce film-là, en parlant des logos, en fait, des super-héros. Si on se fait chier à recréer un nouveau style et un nouveau thème musical par la même occasion, c'est pour qu'on le détache des films qu'on a vus auparavant. Parce que sinon, ça voudrait dire qu'il y a un crossover avec le Richard Donner d'avant, le Batman de Tim Burton et tout. Mais c'est pas le cas. Donc du coup, malheureusement, ça fait plaisir aux fans parce qu'on est dans une commercialisation de la nostalgie. La nostalgie fait vendre avec le rétro, les années 80-90. On vous remet les thèmes des vieux Superman et des vieux Batman. Ah, c'est sympa. Sauf que, encore une fois, il y a un problème d'identité qui, fatalement, fait que le film est perdu dans une bouillabaisse de dommages qui finalement n'a plus aucun sens. Et moi, je trouve que c'est un vrai problème. Beaucoup de gens ne l'entendent pas de cette oreille. Il y en a qui disent que c'est pas un problème, mais pour moi, ça l'est. Ce qui m'a surpris, et c'est pour ça que je le trouve un peu différent des autres, c'est que le synopsis qu'on vous aura raconté, il est du côté du héros, mais il débute avec le méchant. Très bizarrement, ce qui fait d'ailleurs ralentir le moment où il va avoir ses pouvoirs. Un rythme qui est très très bizarre. Ça court-circuite pas mal le film pour le coup, parce que ça ralentit les rythmes, enfin ça fausse tous les rythmes attendus lors de scénarios assez typés. Ce n'est pas le cas ici. Donc est-ce que le film arrive à avoir assez de variations pour se démarquer ? De variations dans le sens... Je dis pas des variations positives, mais assez de variations bien ou mauvaises pour se démarquer d'un lot, d'une masse. Quitte à dire que son aspect rétro cheap est une marque de différence. Il y a des films qui jouent de ce côté rétro cheap qui marche parce que c'est volontaire. Je pense que pour Shazam, c'est juste un manque de temps qui ont fait que les effets spéciaux n'ont pas pu aboutir à l'intégralité de ce qu'ils auraient dû être peut-être. J'interprète, bien sûr, mais en général, c'est un problème très récurrent à Hollywood, c'est le manque de temps. Et ça en pâtit inévitablement sur la musique, sur les effets visuels très souvent qui prennent plus de temps que le tournage évidemment. Et je pense que pour les effets spéciaux, c'est pour moi un vrai problème. C'est pas parce que le personnage est kitsch, enfin un costume, merci, un costume assez tape à l'œil que c'est forcément kitsch. On peut très bien, Superman, de base un costume au tout début assez tape à l'œil aussi. On l'a réussi avec Man of Steel à le rendre beaucoup plus crédible à l'écran. Et là, ils auraient pu faire de même avec celui-là, sauf que la volonté était de faire rire. Donc évidemment, ils n'ont pas retravaillé le costume de sorte à ce que ça ne soit pas ridicule, justement. Moi, je trouve que le film ne se démarque pas, parce qu'il a un côté standard, mais comme pour Venom, qui n'était pas déplaisant. Enfin, c'est un film standard qui... Tu arriverais à le définir comment, le côté standard ? Dans son découpage, dans sa façon de raconter les tribulations du héros qui... Alors là, on est spécifique à la famille, un gamin qui cherche... La famille qui cherche sa mère. Sur le plan narratif, le film ne se permet pas des expérimentations. Ça reste des codes que tout le monde connaît. C'est un film tout public. Donc on fait en sorte, en plus avec des flashbacks qui n'ont pas forcément d'utilité, dans le sens où, vous vous souvenez de ce personnage-là, on met un flashback de lui avant, alors que dans le film c'était il n'y a pas si longtemps que ça, et en tant que spectateur on n'est pas si teubé que ça de s'en souvenir, mais... Tout en étant quand même dans une idée comme BVS de la déconstruction, de la destruction même du super-héroïsme, mais ici de façon comique par rapport à BVS qui le faisait de façon tragique. Et c'est d'ailleurs ça qui me dérange dans ce film, c'est qu'il ait la volonté, malgré tout, avec Warner qui veut faire des reboots mais en continuité avec les premiers films, alors que celui-là se rattache à des premiers films, mais quand tu sais les films que c'était avant cette franchise-là et qui a radicalement changé de ton, j'arrive pas à les assembler ensemble. Moi, c'est parce que les scénaristes n'avaient pas assez d'expérience. Hein. Les deux scénaristes notables du film, c'est parce qu'il y en a, je crois qu'il y en a encore d'autres. Maintenant, les films sont tellement scénarisés par je sais pas combien de personnes que tout se perd. Il y a Henry Gayden qui a fait quelques trucs de séries télé, je crois 2 courts-métrages et 2 films vraiment moyen bof. Hein. Et Darren Lemke qui a fait Shrek 4, Chair de poule et Jack le tueur de géants et Turbo. C'est des films pour les enfants. Et c'est pas les meilleurs films pour les enfants. Bon, Jack tueur de géants, je le mettrai pas pour les enfants, mais bon, bref. C'est pas un très bon de Bryan Singer. Hein. Avec Ewan McGregor là. Ouais, en couple de beaux gosses chevaliers. Ouais. Donc bon, c'est un scénario de film pour les ados, mais c'est fait par des gens bien plus âgés et ça se sent. Ils essayent de faire les trucs de John, mais
c'est fait des clichés, mais vraiment, genre le gamin qui devient adulte et qui va dans les strip clubs, quoi. Bon. Bien sûr, un gamin, il aura forcément envie de... Mais c'est des images qu'on sature, en fait. Moi, je me souviens encore de Jack, le film avec Robin Williams, qui est en fait un adulte, mais qui est un jeune, parce qu'il y a un problème d'âge. Il devient âgé très très rapidement, et du coup, lui, du fait qu'il soit âgé, il va prendre les revues porno pour après les ramener chez ses copains. Vous voyez des choses comme ça. Faudrait quand même sortir un peu de ça quand même. C'est un peu gênant quand on a vu, justement, quand on a de l'expérience en visionnage de films et qu'on voit toujours ces machins revenir au galop, quoi, comme si on n'avait pas fait évoluer une façon de proposer l'adolescence aux gens. Alors du coup, c'est là où je me dis que ce film n'est pas destiné à nous. C'est-à-dire que littéralement, je pense qu'avec Arthur, on s'est trompé de film. Comme les gamins croient avoir un film pour eux et ils se retrouvent devant j'allais dire un porno, mais c'est ça. Tu crois que tu vas voir un film qui est pour toi et en fait tu te rends compte que c'est un truc trop compliqué pour toi, ou parce que t'avais des mecs qui se battaient avant, mais en fait je pense que t'as vu juste sur une chose, c'est-à-dire on se serait pas fourvoyé en croyant que ce film serait pour nous des adultes alors qu'il est pas pour nous, c'est plutôt pour des enfants. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est que... Et il faut pas lui reprocher, c'est ça le truc. C'est parce que nous on est des gros teubés et qu'on pense que ouais, tous les films sont pour nous parce qu'on a justement plus d'expérience, on est censé avoir une plus grande ouverture d'esprit, mais alors que c'est qu'on est trop vieux pour ces conneries. Et à un moment il faut l'accepter, il faut pas le reprocher au film. Et ça je le ressens de plus en plus au fur et à mesure que je m'avance dans ma cinéphilie. Il y a des films qui ne sont plus là pour moi, mais qui ne veulent pas dire qu'ils sont mauvais. Là, tu vois, je me dirais éventuellement Marvel. Oui, ce sont des films où on n'est pas forcément le public visé. Voilà, mais il faut vraiment se mettre aussi dans un conditionnement de se remettre en cause. Et ça, il y a des gens qui peuvent pas faire cette démarche. Mais moi, je me dis, quand je vois Shazam, il y a tellement des trucs que je trouve osef que je me dis, c'est peut-être pas pour moi ce film, en fait. Parce que les références ça veut pas dire qu'on est plus sur la nouvelle génération dont on fait pas partie. Voilà, mais donc ça veut pas dire que je dois pas le voir, mais ça veut dire que je dois lui nuancer le rejet que je peux avoir de scènes et même du film en général. Il y a des films comme ça où il faut déjà se poser la question, comme tu l'as dit, est-ce que je suis le public visé ? Oui. Parce qu'on sait, avec tous les trucs de marketing, qu'ils visent un public. Alors ils essaient de viser le plus large, en mettant des Noirs, des Chinois, des trucs avec des femmes fortes, etc. On le voit, on voit tout ce bazar. Regardez le Terminator Dark Fate, c'est l'exemple parfait, quoi. Il y a du Chinois, ou plutôt du Latino machin, il y a des vieilles, il y a des jeunes, il y a tout, il y a du Terminator en veux-tu en voilà. Il y a des estropiés. Il y a des estropiés. Non mais il y a tout. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire. Ou je sais pas moi. Qu'est-ce qu'on a de trucs comme ça. Charlie's Angels. Là le trailer. Vous prône plus la diversité là. En tout cas, outre la diversité, le film de Shazam vise un public évidemment jeune, mais c'est toujours la question que je me pose, c'est pas parce que le public est jeune qu'il est forcément con. Et je trouve que... Ah bah si. Mais voyons. Mais là, ça va, c'est pas un film qui te prend pour un con. Non. C'est un film qui omet beaucoup de choses par rapport à le contexte dans lequel ce film se situe. Encore une fois, qu'il est dans une franchise qui doit continuer ce qu'elle a créé, mais malgré tout, qui ne continue pas quand même. Donc elle a le cul entre deux chaises. C'est un film qui a le cul entre deux chaises. Et il cherche à garder une cohérence, mais tout en faisant des choses qui trahissent un peu les films devant. Et encore une fois, on est dans un film qui se passe dans une réalité où avant c'était dramatique et là on est dans quelque chose de drôle. Et moi j'ai vu ce film comme quelque chose qui essayait plus qu'il était quelque chose. Enfin, alors là, oui. Je ne parle pas bien français, désolé, mais c'est un film beaucoup trop à part pour te faire rendre compte que toi en tant que en tant que personne qui regarde la franchise depuis le début, on l'accepte mal, je trouve. On a du mal à l'accepter. Je pense que nous, on n'est pas le public visé, mais le problème, c'est que c'est un film qui doit aussi répondre
aux fans de la franchise. Parce que c'est une franchise. Alors, ce n'est pas le DCU officiellement, c'est officieux comme terme, mais on va continuer à l'appeler comme ça. Pour un film qui s'inscrit dans le DCU, nous, on est censé faire partie du public, que le film doit en même temps... Vis-à-vis de DC, j'ai plus l'impression que c'est une écurie de personnages que les réalisateurs piquent pour faire des choses maintenant. Hein. J'ai pas l'impression qu'il faudra lier quoi que ce soit à qui que ce soit. C'est juste comme une espèce de gamme de couleurs et tu prends une couleur et tu fais des trucs avec. Bien sûr. Ça s'arrête là. Quoi. Mais c'est déjà dans le squelette de base, sinon il n'y aurait pas eu ces références aux anciens films. Tu vois. Pourquoi il se ferait chier à tourner une scène qui dure c'est court, mais c'est pas trop long non plus. C'est suffisamment long pour qu'on puisse s'attarder sur des gros plans où ça relate de ce qui s'est passé avant. Donc pourquoi il y a des scénaristes et tout se fait chier à l'inscrire dans une continuité si pour finalement tu vois. Donc, après c'est une continuité de visuel et de ce qu'on voit, ça, c'est pas grave si c'est pas la même continuité d'ambiance. C'est une fausse continuité. Pour moi c'est devenu une fausse continuité. Déjà avec Aquaman on s'est aperçu que Mera et lui et Arthur Curry... Ah oui, ça c'était une connerie. Oui. Tu vois ? Ce n'est pas grave si ce n'a pas les mêmes ambiances des autres, il n'a pas à avoir la même ambiance des autres pour être considéré comme dans le même univers. Oui. Mais oui. Il y avait déjà eu ça avec Suicide Squad. Il y avait une différence de ton déjà. Ça restait sombre visuellement. Et là, pour le coup, t'avais une vraie putain de référence puisque Batman intervenait dans le film. Je trouve que, comme je vous disais, que Shazam il tente quelque chose au scénario et du coup, ça ralentit un petit peu tout le reste. Le setup, il est extrêmement long. Billy Batson n'a ses pouvoirs que à partir de 35 minutes. Ce qui est très long. D'habitude, c'est plutôt vers les 25 minutes qu'on appelle à l'aventure, quelque chose qui va enclencher le personnage. Là, on passe beaucoup de temps avec Sivana et finalement pour pas grand-chose. Il y a aussi un autre aspect qui est très étonnant, c'est que c'est ce qu'avait dit, bon, j'aime pas du tout ce youtubeur, mais c'est Clapman qui disait que le film qu'on va voir à Noël, parce qu'il a une ambiance de famille, de valeurs conservatrices, et de valeurs positives qu'on a plutôt tendance à avoir à Noël. Alors le film se déroule à Noël en plus, mais il a été vu en avril. Alors moi je me dis qu'il y a peut-être des décalages qui ont été opérés en termes d'exploitation du film, alors que le film aurait dû sortir vraiment à Noël. Est-ce qu'ils se sont pas gourés de date? Après, bon, il y a peut-être aussi parce qu'il y a Star Wars qui sort à Noël. Oui, mais c'est ça, personne veut affronter Star Wars. Même s'il y en a qui ont réussi à affronter Star Wars sur leur terrain et s'en sortir. Moi je pense à La Momie. Oui. La Momie était sortie quasiment à quelques semaines près, avant ou après, je sais plus, de Star Wars. Et bon, tout le monde se souvient de La Momie parce que tout le monde est allé le voir quand il sortait. Avec Tom Cruise, le remake? Non, mais bien sûr que non, je parle avec Brandon Fraser. D'accord. Quand l'épisode 1 de La Momie... l'épisode 1 de La Momie... quand l'épisode 1 de Star Wars est sorti, il y avait La Momie de Stephen Sommers. Le premier de La Momie? Oui. D'accord. Qui était sorti et ça avait marché, quoi. Et pas qu'un peu. Alors que personne croyait au film. Oui, je me souviens, oui. C'était un peu en mode suicide et finalement, le film d'aventure était ultra efficace. Shazam, ce n'est pas du tout quelque chose qui est connu d'un grand public et qui est issu d'une franchise longue. Ce n'est pas le cas. Shazam, c'est la première fois qu'on le verra sur grand écran. Voire même qu'on le verra sur écran tout court. Je ne sais pas s'il y a eu des séries Shazam. Si, il y avait des fictions déjà faites sur lui, je crois dans les années 70-80. D'accord. Vous me direz dans les commentaires si je me trompe. Ouais. Mais je sais qu'il y a déjà eu quelque chose de fait sur lui, ouais. Écoute, moi je me dis que probablement ils l'ont déplacé. Après, ça aura permis au plus de fignoler peut-être quelques effets spéciaux, même si finalement... ils sont plutôt oubliables, c'est dommage, hein. Mais ça reste une comédie avec des ambitions modestes. Bon, il y a quand même 100 millions de budget, mais bon, il faut faire vivre les pouvoirs héroïques, hein. Oui. Mais ça reste une comédie pour les petits, un mélange d'action et d'aventure, avec par moments un peu de Green Lantern, je trouve, dans certaines idées, le méchant qui prend la petite amie, donc les personnes auxquelles le héros Green Lantern est proche. Avec Ryan Reynolds. Oui, on est d'accord, oui, c'est ça. Le mec qui doit activer ses pouvoirs et qui frime un peu devant les autres, il y a un peu tout ça. Dans l'ensemble, on a revu un petit peu le film avant de faire la critique. Il y a les gags qui valent le coup, de toutes sortes, hein, il y a un peu de tout, mais je trouve que le drame et la comédie
ne fonctionnent pas tellement ensemble dans le film. Ça semble un peu forcé. Et des fois, on est sur une bonne lancée dramatique et c'est d'un coup complètement cassé par c'est inégal. C'est inégal, oui. Alors, les blagues amènent de la dédramatisation et après, je trouve que le film a énormément de mal à redramatiser une séquence. Pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait un flux tendu entre la dédramatisation qui doit fonctionner très bien et la redramatisation qui doit aussi bien fonctionner. Mais ça, c'est un talent d'écriture à avoir. Spielberg, quand il fait des films, il le fait tout le temps et ça fonctionne très 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 bien. Ouais. Tu dédramatises le super-héroïsme. Quand il faut le relancer, il faut s'accrocher parce que c'est pas gagné. Hein. Et ça, c'est une erreur à mon sens. Je pense que c'est casses la dramatisation héroïque, tu vas pas le retrouver comme ça. Hein. Mais parce que je pense que le film a volontairement pas envie de faire de l'héroïsme. Ouais. C'est dommage. C'est un film qui se moque de lui. Ouais, mais c'est dommage parce qu'après, le héros, t'en as un peu rien à foutre, quoi. Bah ouais. T'es plus intéressé par le gamin que par le héros. Et parce que très souvent, j'entends beaucoup de personnes dire « Ah, mais on s'en fout, j'aime pas les films de super-héros qui se prennent trop au sérieux, j'aime bien quand c'est rigolo, comme ça. » Et j'ai l'impression que de plus en plus de gens sont dans cette volonté de rire du super-héroïsme. Et on en vient avec des œuvres qui sont comme celle-ci, comme Thor 3. Oui, Thor 3. Ou le prochain qui déjà a un titre qui donne presque Love and Thunder. Ouais, un titre de chanson rock. C'est un film qui se moque de lui, qui rit du super-héroïsme. Ouais. Alors t'as une scène qui est magnifique dans ce sens-là, c'est quand ils sont dans le magasin de jouets. Oui. Et il balance des tonnes de trucs à Sylvana pour le retenir. Hey, Batman. Et il prend un gros costume de Batman dégueulasse, un truc gonflable, et l'autre, un Batman. Oui, Batman, attaque. Allez, le toutou, attaque. Oui, une énorme poupée. Tu dis, waouh, quand même. Ou juste après, quand l'autre il marche et le plan cadre juste les genoux, enfin on voit pas sur quoi il marche, et on entend des sons de piano. Ouais. Et donc là, évidemment, ça rappelle la scène de The Big. Big avec Tom Hanks où il fait du piano avec quelqu'un dans un grand magasin de jouets. Et là, il marche et tout d'un coup, t'as le méchant qui lui court après, qui fait tin et le cut sur l'autre qui est projeté par la vitre. Et ça, c'est juste, ça me fait rire. Ouais, avec les touches basses. Ouais. Bien sûr pour le méchant. Je veux dire, certains gars qui fonctionnent plus que d'autres. Il y en a tellement qu'il y a un peu à boire et à manger pour tout le monde, j'ai l'impression. Le film aussi recèle de plein d'idées, mais qui ne sont pas exploitées. Ou plutôt des situations qui sont là par le scénario, mais ils en font pas, je trouve, des choses qui me satisferaient. Par exemple, il y a une scène où, dans la grotte du sorcier, il y a une pièce avec des portes. Ça m'a fait penser à Monstres et compagnie, cette scène-là d'ailleurs, à la fin. Ça m'avait un peu rappelé ça. Ça sert à un gag. Il y a des petits détails un petit peu partout et ils sont pas forcément bien amenés. Et moi, je regrette ça. Limitation de budget, je pense. Ils auraient pas pu se permettre de... Un peu limitation de temps, parce que le film fait déjà 2h20 pour pas raconter des trucs de malade. Enfin, le film a engrangé pas mal d'argent. Peut-être que pour la suite, il permettra au film d'avoir un décor plus intéressant que des autoroutes de ville. Ou... Une fête foraine. Ou une fête foraine. Alors j'avoue que ce qui fait que Shazam n'est pas mémorable aussi visuellement, c'est que les décors choisis sont pas forcément intéressants à regarder. Et ça, c'est dommage. Ouais. Je vais citer un passage de la critique sur Écran Large. Alors, le mec qui a écrit la critique, moi je trouve que c'est un vrai tocard, mais je vais pas citer son nom, mais bon, c'est quelqu'un qui est souvent dans le cercle, vous voyez très bien de qui je veux parler, qui dit un truc intéressant. Le film passe son temps à piétiner ses rares bonnes idées. Le méchant se paye un trauma fondateur super noir et violent, qu'importe, il sera effacé une dizaine de minutes plus tard. L'intrigue adresse de front des questions de marginalité et d'exclusion, on s'en tape, tout cela est vite oublié. Notre héros affiche une belle sensibilité d'écorché vif. Heureusement, son avatar musculé est totalement dénué du moindre semblant de personnalité ou d'enjeu. Voilà, moi ce que je regrette, c'est ces espèces de situations qui sont bien présentées, mais on n'arrive pas à les exposer avec leur maximum d'intensité. De même que la fin, moi c'est un truc que j'attendais, en fait, c'est le clan des gosses qui se transforme en Shazam. D'ailleurs une scène de fin qui n'en finit pas d'ailleurs. Ça c'est la grosse surprise d'avoir ce pouvoir qui est partagé, mais finalement, mis à part des petits duels individuels, ils font pas grand chose avec ce pouvoir. Et une petite scène qui m'a fait rigoler, c'est quand la petite gamine, la plus jeune et la plus crédule du groupe,
la petite black à lunettes, quand elle devient Shazamesque, elle va voir le Père Noël. Ah, est-ce que j'ai été suffisamment sage, Père Noël? Alors que c'est une adulte, du coup ça fait drôle le contraste que ça crée sur ce petit instant-là. D'ailleurs, c'est un contraste qui n'a pas été exploité par, je trouve, le personnage même de Shazam. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un lien entre Billy Batson et Shazam. On ressent une déconnexion. Une déconnexion, ouais. On n'a pas le sentiment que c'est Billy Batson adulte. D'ailleurs, on a l'impression que l'intrigue est stoppée dès qu'il y a Shazam qui est parti pour faire des scènes de gag. Alors, on est face à un vieux héros qui a été créé dans les années 40. Aux origines, en plus retravaillé à ce que j'ai cru comprendre par la suite. Donc voilà, il a été reboot aussi en comics. Qu'est-ce qu'on en fait ici? Alors, moi, je trouve que le costume est trop propre. Il fait un peu cosplay, mais après on va dire que c'est un costume magique, parce que c'est vrai, là, par rapport à Superman qui est un alien, Batman, ou, tu vois, il y a des... Oui, ça fait cosplay bien fait. Ça fait vraiment magique, tout propre, sorti du dressing, quoi. Oui. Mais ça, je pense, c'est encore une fois pour démystifier la mythologie, on désacralise tout jusqu'au costume qu'on rend trop flashy. Oui. Après, dans quel but nous ramener... Le côté cartoonesque. Oui, mais dans quel but peut-être nous ramener à notre réalité. C'est pour ça aussi qu'on a... c'est le seul film où on passe son temps sur des familles pauvres, dans un milieu urbain, où on prend juste le temps de poser une réalité, parce que tous les autres films, on nous dope sur tout de suite des grosses scènes et tout ça, et on a peu de moments de flottement où on a juste la vie réelle, en fait, la vie quotidienne. Je pense que ce film-là, c'est le seul à le faire, en fait. C'est plus une volonté de vouloir absolument se rapprocher au costume d'origine que les fans de comics de première heure aimaient à l'avant, et ne voudraient pas faire comme pour Superman où on enlève son slip rouge, on fait comme une tenue de combat qui se rattache à une mythologie de Krypton, et donc du coup on refait, on re-questionne, on refait, on recrée. Là il n'y a pas de recréation du tout. Tu regardes le comics et le film, c'est le même costume, et c'est pour pas créer de, entre guillemets, frustrés chez les fans de comics qui sont peut-être contents d'avoir enfin sur le grand écran ce personnage-là qu'ils auraient toujours voulu avoir en cinéma, quoi, éventuellement. Alors, Shazam, le principe c'est quoi? C'est que on pose la main sur un grand bâton et on prononce le nom Shazam. Et à partir de là, on va avoir des pouvoirs. Les pouvoirs, c'est une suite d'attraits, de divinités ou de héros grecs, sauf un, on se demande pourquoi, on voit toute la faiblesse de cette connerie, c'est la sagesse de Solomon. C'est pas Salomon plutôt? Ou Salomon, ça dépend entre anglais ou français, comment on prononce. De Solomon. Lui il est pas grec, hein. Je crois bien que c'est plutôt du côté des juifs qu'il est, donc on se demande pourquoi, mais bon. Héros en carton, origine en carton. C'est dans le comics de base? Oui, après, ça n'empêche pas que ça peut être fait avec de la cuillère. Oui. Vu déjà comme c'est, enfin, genre t'as des attraits de ces divinités-là spécifiquement, alors que le mec, quand tu le regardes, le sorcier Shazam, là ça a pas du tout l'air d'un grec, tu vois. Donc, qu'est-ce que c'est que ce machin? Bref, bon déjà t'as le premier, le S il commence mal, hein. Après t'as Hercule pour la force, Atlas pour la vulnérabilité, Zeus pour l'éclair, Achille pour courage. Bon déjà ça je crois que cette lettre elle s'est un peu perdue en chemin parce que Shazam dans le film n'est pas du tout courageux, hein. C'est qu'à la fin qu'il est courageux et encore. Et Mercure pour la vitesse et le vol. Mais à la limite c'est ça qui aurait dû être justement justifié, la déconnexion comme on parlait tout à l'heure sur Billy Batson et lui adulte. On a deux pouvoirs qu'il n'avait pas avant, le courage et la sagesse, qui n'ont malheureusement pas été mis par souci de cohérence en se disant « Ah mais comme ça, les gens ils penseront que c'est Billy Batson adulte ». Mais non, parce que si dans ses pouvoirs, c'est sagesse et courage, bah le mec il y va, quoi. Ça influe sur son comportement. Dès qu'il est Shazam, il est courageux et il est sage. Mais du coup cette sagesse elle ne s'acquiert. Comment pour n'importe quel être humain, la sagesse, c'est par l'expérience de vie. Là, il a hop comme ça. Alors, je sais pas ce qu'ils entendent par sagesse, si c'est après, c'est pour un magique. Simplement les informations accumulées d'un coup, genre, tu vois, connaître des langues ou des choses comme ça. Je crois que c'est d'ailleurs le cas dans le film.
un moment, il me semble qu'il parle dans une autre langue qu'il ne connaît pas. Parce que ça, ils en parlent pas. C'est un terme trop nébuleux. Oui. Ça peut, moi, quand on dit sagesse, c'est la capacité de prendre des décisions qui sont les meilleures pour la situation. Être suffisamment intelligent pour mener à bien tes responsabilités du super-héros. Oui, voilà. Et savoir en fait ce qui est bien pour nous. Et là, on ne sait pas, on dirait plus une sorte d'encyclopédie. Et encore, une utilisation misérable de tout son savoir. Et vis-à-vis de ça, il doit affronter des espèces de monstres à l'origine chrétienne, que bien sûr, pour contraster avec, encore une fois, les trucs grecs. En tout cas, si c'est comme dans le comics, ça n'a aucun sens. Après, bon, comics, sens, bon, voilà, c'est des choses qui n'existent pas, mais je veux dire, c'est juste le bordel. C'est-à-dire, on dirait vraiment un truc fait de briques et de broc, un peu n'importe comment. Je trouve ça encore... créatures que moi j'ai apprécié. Leur design, ça me rappelait un peu Blizzard. Moi je trouve que c'est sympa, mais ça aurait pu être plus lié à ce qu'ils sont. C'est ça leur faiblesse pour moi. C'est effectivement, ce sont les 7 péchés capitaux. Bah, oui, je crois que Durandal disait, je crois que c'était lui, je suis pas sûr, mais je crois que c'était lui qui disait que on pourrait plus lier au péché auquel ils sont rattachés. Par exemple, que Gluid, l'avidité, il pourrait avoir plusieurs bras pour pouvoir faire plusieurs choses en même temps, pour prendre plus agripper plus de choses, ou avoir une énorme bouche. Ouais, pour la gourmandise. La gourmandise, ouais, il est trapu, le personnage, je crois. Je sais même pas différencier, tu vois. Ouais. On pourrait me pointer, je sais pas moi, l'envie devant moi, je verrais même pas la différence avec la gourmandise, donc moi je trouve ça, ou la paresse. Ce qui aurait été peut-être intéressant d'exploiter ça dans le film, même si ça n'a pas été fait malheureusement. Mais ça aurait été excellent. Ça aurait été que les créatures ne tuent qu'en fonction du péché le plus exploité chez la victime. Mais bien sûr. Ça aurait été vachement intéressant, ça. Ouais. Alors bien sûr, nous deux on ne connaît pas les comics, donc on ne sait pas, on a peut-être oublié de préciser. Oui, on le dit maintenant. Je préfère ne pas m'attarder sur des détails sur lesquels je n'ai absolument aucune connaissance. Là, on est vraiment extérieur à tout ça et on regarde ça avec un regard extérieur, donc on ne sait pas aussi si Zachary Levi représente bien le personnage. Encore une fois, s'il y a des connaisseurs dans les commentaires qui pourraient rebondir sur ce qu'on a dit par rapport aux comics, moi je serais très très curieux de lire, vraiment. Même si Shazam est assez semblable à Superman, il a une cape, il est invulnérable, il vole, il a une vitesse, tout ça. Billy Batson n'a rien à voir avec Clark Kent pour le coup, et ça c'est une plus-value par rapport justement il y a un côté, il y a un décalque de Superman, mais Billy Batson non. Alors ça c'est plutôt bien, mais le problème c'est que Shazam c'est un grand dadé, un benet, et du coup on a un changement de personnalité entre les deux. C'est presque schizophrénique. Alors oui, c'est un enfant dans le corps d'un adulte, mais on dirait que le cerveau il a complètement changé. Alors je n'ai pas vu Big avec Tom Hanks. Toi, tu l'as vu ? Je l'ai vu, oui, il passait à la télé, j'ai adoré. Il m'avait ému. Ici on a vraiment un héros avec deux formes. C'est deux personnages différents. Et avec des scènes qui sont trop limitées, avec l'enfant trop triste et l'adulte grisé par ses pouvoirs et qui se pose pas un moment une question de... Voilà, enfin, il n'y a aucun dialogue. C'est ce qu'il disait sur Nos Ciné, c'est qu'il n'y a aucun dialogue entre les deux corps. Quand vous regardez Jumanji, le récent Jumanji, on voit que The Rock en fait joue avec son corps comme si c'était un gamin en imitant, enfin en faisant des trucs de muscles. Il découvre son corps, il redécouvre son corps. Il aurait pu jouer Shazam d'ailleurs. Bon, il a été prévu pour Black Adam. Bon, finalement, ça s'est pas fait, mais il aurait pu jouer Shazam pour le coup, The Rock. J'ai l'impression, comme je vous disais, que l'intrigue est stoppée dès qu'il y a Shazam. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une déconnexion narrative entre Shazam et Billy Batson. Bon, il y a deux films. Là, vraiment, c'est comme si on faisait une personnification du genre filmique. Genre Shazam, le film humoristique. Ouais. Billy Batson, le côté dramatique. Et encore. Et encore, comédie dramatique plus comédie. Mais l'humour est beaucoup plus acceptable par rapport à des Marvel parce que c'est un gamin de 14 ans dans un corps d'adulte qui fait des blagues et qui fait des réflexions à la con. Oui. Alors que bon, dans Marvel, ce sont des adultes responsables, des chefs d'industrie, des militaires et qui se permettent des fois de faire quelques formes d'immaturité. Oui, de l'immaturité assez importante, voire même tragique. Moi, je pense à Star-Lord qui, parce que sa copine elle est morte, qu'il va juste tuer des milliards et des milliards, des milliards, des milliards, des milliards, des milliards, des milliards. Oui, il y a beaucoup de gens dans l'univers. Des milliards, des milliards, des milliards d'êtres en les libérant Thanos comme un débile. À un moment, tu fixes tes putains de priorités, quoi. Donc là, l'immaturité, mais c'est un niveau catastrophique, quoi. Donc bon, bref. Alors, qu'est-ce qui arrive quand on donne des pouvoirs à un gamin de 14 piges ? Eh bien, on fait des pouvoirs pour la frime. Mais ça, bah, c'est logique. Pour le coup, moi, ça m'a pas dérangé. Oui. À n'importe quel gamin, tu lui donnes tout d'un coup un pouvoir
Ouais, mais bon, de la faire sorte. des éclairs avec de la musique, je pense qu'il y avait mieux à montrer que ça. Oui. Mais je En pense plus, que... ça fait une promo pour les. T'as vu, ça faisait une promo pour les trucs de son. Ah, Beats ou je sais oui. plus quoi, là. Oui. Et faire bien sûr du YouTube avec le super pouvoir. Mais ça, on l'avait déjà vu dans la série Heroes. Je crois que dans la première saison, il y avait une femme qui avait fait une vidéo où elle se jetait du haut de je sais pas quoi. Et finalement, elle ressortait indemne et ça faisait un carton et tout ça. Dans la saison 2 de Luke Cage aussi, quand il est devenu une star à Harlem. Ouais. Et qu'il y a un de ses potes qui le filme et qui veut commercialiser déjà sur lui, capitalise sur son propre pote ses fameux talents. Mais je veux dire que c'est pas nouveau et que c'est même un petit peu en retard en fait de proposer ce genre de choses. Après le problème c'est qu'on l'a jamais vu dans un grand film de fiction au cinéma, donc on a l'impression que c'est récent, que c'est nouveau, mais en fait non. Oui, je trouvais que le concept est arrivé trop en retard. Ça n'a pas été exploité avant, donc il l'exploite maintenant, mais en fait c'est... Pour un film de cette envergure, moi ça me paraît pas inenvisageable. C'était même ouais, cohérent. mais c'est une imagerie qui est en retard, je trouve. Qui arrive trop en retard. C'est comme les mecs qui font John Carter en 2012 alors que Star Wars est apparu avant. Non, je te parle l'idée d'utiliser YouTube pour faire du super-héroïsme, un objet de médiatisation. Je trouve que ça arrive trop en retard. Pour l'instant, c'est la seule plateforme vraiment populaire que tout le monde utilise. Non, mais je te parle du concept de faire une scène où on utilise YouTube pour médiatiser un héros. J'ai l'impression que c'est une idée de scène qui arrive trop en retard dans le statut de la médiatisation du super-héros ou là où il en est au cinéma. S'il l'avait fait dans les années 2010, ce genre d'idée, oui, ok. Là, je trouve qu'en 2019, on est passé sur autre chose. Ouais, mais c'est pas, et moi, c'est pas un film qui a l'envie de renouveler. Oui, ça, on avait bien compris qu'il était tellement rétro que c'était dégueulasse. Quoi. Non, mais voilà, moi, je trouve que c'est arriéré. C'est-à-dire, c'est encore une fois des adultes qui ont 500 millions de trains de retard et qui se disent ah oui, les jeunes ils sont sur YouTube, donc on va faire une scène YouTube. Yo, ça gaze mon pote, tu vois. Mais moi je vois ça, je m'arrache les cheveux. Avec Queen, on parlera de Queen après hein. Mais oui. Mais moi ça me tue quoi. C'est les vieux qui veulent faire les jeunes, donc ils ont 10 000 ans de retard et ils mettent du YouTube alors que les jeunes maintenant ils sont sur Twitch. Tu vois, enfin, vraiment. YouTube est pas encore périmé. Oui, non, mais c'est l'idée que je veux donner. Les adultes ils sont constamment en retard. Et ça, moi cette imagerie là, je l'ai déjà vue avant et je vois le truc arriver genre attendez, j'ai presque le dernier wagon. Mais ouais, moi je trouve ça con. C'est bien de montrer aux spectateurs qu'on est conscient qu'on peut faire ça, donc qu'on peut faire de la médiatisation de super-héros sur YouTube, mais je trouve que ça arrive trop tard. Ouais. Billy Batson se transforme en Shazam et il doit apprendre, je pense, déjà la qualité de ses pouvoirs qui font qu'il s'appelle Shazam. Déjà, il doit apprendre la sagesse et après le courage. Je crois que c'est les deux trucs qui lui manquent vraiment. Il doit sauver des gens par moment de problèmes qu'il a lui-même créés. Comprendre sa responsabilité, puisqu'en étant jeune, on a tendance à oublier cet aspect-là. En plus, il a des pouvoirs, donc ça complique la tâche. Ça me fait chier que ça soit si déconnecté pour le coup, la quête de Billy Batson, qui est de retrouver sa mère. Surtout qu'il y arrive sans trop de problèmes. C'est-à-dire que, dans l'absolu, il n'y aurait aucun mal à trouver la mère en donnant le nom et le prénom de la mère à un policier. Ça, c'est encore une fois, c'est une petite débilité, mais bon, on va dire que ça, c'est dans un contrat qu'il faut accepter tout de suite, parce que sinon, le film ne marche pas. Mais que ce gamin, avec les pouvoirs de Shazam, aurait pu trouver la mère immédiatement. Avec la super vitesse, la sagesse de savoir où il faut trouver les informations pour avoir... Surtout comme on nous balance en fait l'info de façon très gratuite, comme s'il voulait se débarrasser de cette trame scénaristique avant d'enchaîner, tu vois. Ouais. Oh mais elle était à côté. Tu te fous de ma gueule. Elle est juste du côté de la ville. Oh, elle n'a pas bougé. Oh pitié. Ah voilà, c'est encore une fois des situations qui sont bien. C'est le gamin qui cherche sa mère et on fout ça à la poubelle. Par contre, ce qui est bien, c'est que ça donne une scène quand même que... Oui, mais ce que je veux dire, c'est que retrouver sa mère dans le film n'est pas perçu comme une récompense. Oui. D'un acte héroïque, par exemple, qu'aurait fait Shazam. En termes juste de construction de scénario. Là, c'est un truc qui vient presque avant le grand conflit. C'est la phase d'acceptation de sa famille d'accueil. Oui. Parce que sinon, évidemment, il serait resté avec sa mère. Lui, il a qu'une envie, c'est de la revoir. Mais moi, j'ai bien aimé cette scène. J'avoue que j'avais...
finalement, le film a ses petits moments sympas. Parce que depuis tout à l'heure, on parlait de l'effet comique, mais pas assez dramatique. Je dirais que la touche dramatique qui a marché sur moi, c'est la fameuse scène, à la fin, de retrouvailles avec Billy Batson qui voit sa mère dans un HLM, quoi de plus banal, très gris, très froid, où il la voit, et elle, sans trop d'émotion de joie, et qui lui explique que manifestement c'était pour l'abandonner, parce que... Pour des raisons financières, je crois. Je sais plus, je crois qu'elle avait pas l'âge aussi de bien s'occuper d'un enfant, donc elle a préféré le bazarder. Ouais, c'est un truc comme ça. Enfin, on a vu le film, on se souvient plus de ça, c'est quand même le moment clé. Ouais. Et c'est pour dire que, voilà, c'était pas assez concentré dessus, malheureusement. Mais moi, cette scène-là, elle a marché. Elle est triste et réaliste un peu, parce que c'est pas comme dans tous les films américains. Oh, c'est mon enfant, le câlin, la petite musique. Voilà, rien de tout ça. Un enfant abandonné pour un film abandonné. Oui. Et après, on revient sur le côté plus enfantin avec les gamins. Ah, on va tous. Ouais. Mais cette partie-là du film m'a vraiment beaucoup plu. Ça, c'était bien réussi. En parlant de gamins, je trouve que Freddy joue vachement bien. Les deux gamins, Freddy et Billy, je les trouve tous les deux, ils sont. Il y a une bonne alchimie. Il y a en même temps cet enthousiasme et cette insouciance chez ces deux gamins. Ils sont plus travaillés, ils ont aussi des moments dramatiques où ils s'entendent pas du tout, plus travaillés que les autres qui sont des archétypes terribles, terrifiants. Oui, grossier. C'est vrai que Freddy, il a tendance à faire le mariole pour faire le comic relief, l'adjuvant sympa, mais je trouve qu'il a plus d'épaisseur, parce qu'on lui fait dire aussi plus de choses que les autres, où tu as l'hispanique qui ne parle pas, gros bien sûr parce qu'il bouffe plein de burritos faritas. De burritos, voilà. L'asiatique qui fait le hacker parce que c'est Hackerman avec des lunettes, voilà. Et la petite blague maniérée qui parle un petit peu trop, pur personnage de série Disney. Si vous êtes abonné à des flux Disney et tout ça, de sitcom à la con, vous avez toujours des petites noires là qui... Mais je parle, mais c'est littéralement ça, je plaisante pas. Hein. Là, vous pouvez dire, mais c'est quoi ce raciste là? Non, mais je vous assure qu'il y a plein de séries Disney, parce que j'avais fait un moment une semaine chez eux à Disney France pour faire des bandes annonces et des choses comme ça. Je me suis coltiné de ces séries où vous avez des archétypes de personnages et c'est généralement la black intello petite qui arrête pas de parler, et là on a littéralement quasiment quelques traits près le même personnage, quoi. Parce qu'encore une fois, c'est pour les jeunes, on retrouve donc les mêmes lignes que pour ce qui fait, ce qui marche pour les jeunes. Ouais, y a les clichés habituels. Je dis ça, c'est que moi ça me surprend parce que je suis pas confronté à ce genre de programme. Donc pour moi, je vois ça m'étonne en fait. Et après, ça s'est confirmé quand j'étais allé travailler chez Disney, que j'ai vu ces archétypes en liberté. Hein. En liberté dans des séries terriblement standardisées. Et je vois que ça contamine le grand écran quand on dit que voilà... il y a les séries et le cinéma, non, ça a tendance à fusionner de plus en plus. Et quand on voit que justement il y a des scénaristes de séries qui se mêlent de scénaristes de scénarios de films, on arrive à des choses qui arrivent jusqu'aux portes du long métrage, quoi. Des choses qui restaient dans les séries avant. Et des écritures de personnages comme ça, voilà ce qu'on a. Parce que les mecs ne peuvent pas penser autrement que par des choses rapidement faites, c'est-à-dire une écriture rapide, on comprend quoi? On prend des archétypes qu'on a déjà vus. En plus, ça plairait aux gamins qui aiment bien ce genre de personnage, et voilà. Ça fait des scènes de sitcom pourries, alors que l'idée de la famille, elle est bien. Les deux parents, ils sont sympas. Alors c'est encore une fois, tout est un peu trop cliché, trop typé, mais la question de la famille, elle est vraiment bien dans le film. Tu as la famille de Batson et tu as la famille de Sivana. T'as pas vraiment de message, pas vraiment de morale, ils travaillent pas dessus, mais on peut creuser sur l'idée d'avoir une famille de sang qui fonctionne pas bien contre la famille de cœur, qui est donc la famille qui héberge tous ses enfants. On voit même que voilà, dans la famille de sang, il y a un passé qui est très violent et qui génère en fait des tensions dans la famille, puisqu'ils sont tous liés par le sang, alors que la famille de cœur, étant donné qu'ils ne connaissent pas le passé, et ils disent d'ailleurs, je crois que les parents disent à Batson que voilà, ce qui s'est passé avant, c'est pas grave, là c'est ce qui nous importe, c'est le présent. On est sur une autre dynamique et du coup les relations sont moins toxiques que chez Sivana, et qui amène carrément à la mort du frère qui est balancé par la fenêtre, quoi. Tu crois qu'on pourrait y voir un message? Mais pour moi, on revient aux valeurs de la famille telles que Disney les veulent, hein, l'espèce de truc, bon, une tradition, quoi. Mais tu verrais pas un message dans ce film justement par rapport à ça, sur
on ne choisit pas sa famille, malheureusement, mais quand on l'a choisi, c'est toujours mieux. Un truc comme ça, tu vois. Oh, non, moi je pensais pas Parce de que cette façon-là. Dans les deux cas, la mère, qui est du sang de Batson, Osef, de son côté, elle voulait faire plus de son fils. Et Sivana le méchant, sa famille, son père... La rejeté, ouais. Voilà, on est rejeté par nos semblables du même sang, mais par contre les autres avec qui le courant passe mieux... Il y a quelque chose qui est travaillé, hein. C'est vrai que comme ça on a du mal à le sortir parce qu'on n'a pas creusé en détail le sujet, mais je pense qu'il y a quelque chose à travailler au niveau de la famille là-dedans, hein. Du groupe et de l'exclusion de l'individu face au groupe et tout ça, hein. Il y a vraiment un petit truc, hein. Mais après tout ça c'est très générique pour les enfants et c'est pas appuyé, donc c'est pour ça qu'il faut creuser. Là on est sur une critique générique, elle dure vachement longtemps déjà et on s'en excuse, mais à mon avis si ce film était... Il y a quelque chose à travailler sur ce sujet-là avec ce film-là. On a d'autres personnages, on a quelqu'un qu'adore Arthur. Jim Ononsu. Voilà. Très grand acteur. Pour moi, vraiment, je ne Mais il était bien dans Blood Diamond. Non, mais même outre ça, dans le film Amistad, il est incroyable. Oui. Pour ne citer que ça, parce qu'il en a fait plein d'autres. Et à chaque fois, t'as des mecs qui sont bons, qui font des bons films indépendants ou des films à Oscar, et qu'est-ce qu'ils font après ? On les embarque avec des gros chèques sur des grosses merdes. Ouais. Hein, enfin, Shazam n'est pas une grosse merde. Non, mais le pauvre le Don Cheadle qui avait fait Hotel Rwanda avant, et après il se retrouve dans quoi ? Iron Man 2 ou je sais pas quelle autre connerie de Marvel pour jouer Iron Patriot, quoi. Tu dis le mec il a joué des trucs super dramatiques et là je jouais Iron Patriot, ça fait vraiment. Il a joué aussi dans Ocean's Eleven, dans des trucs un peu plus légers aussi. Oui, mais tu sens que c'est déjà un peu plus travaillé que ces machins-là, quoi, pitié. Et moi, Anthony Hopkins dans Transformers. Voilà, mais c'est ça. Et à un moment, je crois qu'il est en voiture, il fait un fuck comme ça, ou je sais pas quoi. Ouais, mais c'est super choquant en fait. Mais oui, tu sens, c'est vraiment les machins où ils comblent les trous d'une grosse production pour dire regardez, on a du prestige. C'est comme les mecs, c'est comme Brockheimer et Don Simpson qui prennent Nicolas Cage qui était en mode les films de David Lynch et tout ça pour faire les grosses productions, Les Ailes de l'Enfer, Les Ailes de l'Enfer ou The Rock, quoi. Ok, c'est des bons films d'action, mais ça reste vraiment toujours l'idée d'on va prendre des acteurs qui sont très bons et on va les mettre dans des productions ou des réalisateurs aussi qui se sont fait connaître dans le cinéma indépendant avec une vision très fouillée, très marquée, et pour juste s'en servir comme un argument de vente. Ouais, mais des fois il y en a qui se laissent pas faire. Moi, je pense à Nolan qui ne se laisse pas faire et qui, tout d'un coup, crée son propre style. Oui, mais ça, c'est une exception. Bah oui, bah justement, les mecs, ils cherchaient à recréer. Mais c'est un laboratoire, en fait, Hollywood. Ils essayent à recréer des formules qui marchent. Mais tu vois, alors, ils se disent, oh, Nolan, ça a marché. Bon, on va mettre d'autres mecs dans le même cas. Des mecs qui ont été très ingénieux sur leur premier court-métrage et on va leur foutre dans des gros machins explosifs, des grosses productions. On va voir comment les mecs ils vont s'en sortir. Nolan, c'est celui qui a réussi à s'en sortir, mais t'as celui qui avait fait le reboot des 4 Fantastiques qui lui a mal vécu son expérience. Oui, le Josh Trank, oui. Tout ça pour dire qu'effectivement, on va prendre des bons éléments dans un film. Et on va les renvoyer dans des trucs qui sont pourris, quoi. Et donc pour en venir à ce grand Jim Ononsu, on le voit partout, mais il marque nulle part. Dans le film, tu veux dire? Ah non, partout. Tu te souviens de lui comme étant un rôle incroyable dans Tarzan ou dans en fait tous les films qui sortent, les Gardiens de la Galaxie? Je me souviens sur l'instant parce que c'est lui, mais après son personnage. En fait, dès qu'on a besoin dans Captain Marvel aussi. Quand on a besoin d'un grand black costaud et tout ça pour des rôles de merde, on le fout là-dedans. C'est quand même vachement humiliant en fait. On en sait rien, peut-être que lui il aime ça. Il faut payer, donc à un moment ces trucs ça paye bien, donc il prend. Peut-être qu'il kiffe Marvel et DC. Regarde Laurence Fishburne qui a joué son personnage dans du journaliste, j'ai pas son nom en tête. Il a dit qu'il rêvait de voir Batman et Superman s'affronter et que de jouer dans un film qui relatait ça, c'était un rêve de gosse. Lui qui lisait les comics, tu vois. Ouais. Mais il jouait un autre personnage, mais lui de contribuer à ça, ça le faisait extrêmement plaisir. Donc il nous avait révélé à tout le monde un fan de comics. Mais on s'en fout de ce qu'il pense lui. C'est l'effet que ça donne au spectateur au final. Oui, mais par rapport à la carrière générale du mec. On peut interpréter ce qu'on veut. Après, si l'acteur c'est pas un problème pour lui. Ah bah de toute façon, quand il y a un chèque à la clé, c'est jamais un problème. Il te dira jamais que c'est pas un problème parce que sinon il se fait virer pour les prochaines productions. Il y a toujours des artistes qui sont avant tout pour revendiquer la
la dignité d'artiste. Ils vont pas dans ces films-là s'ils veulent de la dignité. Ou alors ils s'arrangent pour avoir un rôle qui est vraiment intéressant. Il y a beaucoup d'acteurs qui se refusaient des rôles qui auraient pu leur permettre de vivre sur le plan rentabilité, qui n'ont pas voulu parce que sur le plan artistique, ça ne leur plaisait absolument pas du tout. Oui, ceux qui sont dans Marvel, je crois que c'est juste pour le pognon. Si je pense Downey Junior, oui, lui je veux bien croire parce que ça a quand même relancé vraiment sa carrière. Iron Man, ça lui a permis ça a vraiment relancé parce que le mec il était vraiment mal. Il était t'avais les trucs genre t'avais Shane Black, il avait bien relancé avec Kiss Kiss Bang Bang. Ouais, super film. Et après t'avais justement Iron Man qui après Sherlock Holmes et après tu vois ça a relancé. Chris Evans aussi, mais les autres, il y en a qui sont vraiment des bouches-trous qui sont là. Regardez, moi j'ai fait des films avant mais j'ai un peu oublié parce que je commence à être un petit peu âgé donc hop, tu vois. Je trouve ça un peu déplorable quoi. Mais bon, pour revenir à ce pauvre gars, il joue le sorcier. Il fait de son maximum, mais il sait très bien qu'il est ridicule dans son costume rouge là. Il doit sélectionner un enfant, mais il a du mal à trouver son fameux enfant. Donc on voit plein de personnages chez Sivana qui ont été filmés, qui sont interviewés ou qui ont croisé le sorcier. Ouais. Et on voit qu'il y a une diversité qui est rejetée par le sorcier parce que finalement le personnage recherché par le sorcier c'est un petit blanc. Donc je trouve que ce noir il est un peu raciste. C'est un suprémaciste blanc black. Voilà. Non mais après vous voyez ce que je veux dire. Là je triture le machin, mais montrer que rien, tout. Là. Non, mais montrer que toutes les personnes qui ont vu la lumière et qui ont été rejetées par celle-ci, c'est que des gens issus de différentes diversités, que ce soit asiatiques, hispaniques, non-binaires, enfin tout ce qu'on veut. Je pense pas qu'ils veuillent faire absolument... il fait pas attention à ce détail-là. Non, mais le fait qu'ils ont représenté, c'est-à-dire qu'ils ont filmé certaines personnes de différentes possibilités ethnico-sociolo-sexuaux, enfin tout ce que vous voulez, et que finalement, c'est un blanc bien classique qui est sélectionné. Je dis ça, je dis rien. Ça reste de la tradition Disney pour moi. Pour le coup, ça... Sachant qu'on a vu, on a eu des exemples... Le rendre légitime d'avoir ce pouvoir. C'est vrai que par rapport aux autres... Dans l'absolu, il n'y a que le blanc qui a le pouvoir, quoi. Sachant qu'on a vu... Moi, je l'ai pas vu comme ça. On a vu qu'il y a maintenant des super-héros qui commencent à changer de couleur. Moi, j'ai beaucoup aimé... Je croyais que j'arriverais pas à aimer, mais le Spider-Man Into the Spider-Verse, ok, c'est un dessin animé, mais en attendant, le héros, il est black. Et ça marche très très bien. Et tout le carcan qu'on a l'habitude de voir avec un héros blanc marche bien avec l'oncle qui fait la technique de drague. Enfin, ça, tu t'as pas vu encore, mais le truc il est super bien. Et du coup, le Peter, là c'est Miles Morales dans le Spider-Man, ça marche très bien. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment adapté tout le carcan. Ils n'ont pas essayé de coller une espèce de situation blanche à un noir. Et moi je me dis, très bien, mais ils peuvent l'exploiter aussi dans des véritables films live. On n'a pas attendu Spider-Verse pour avoir un héros black et confirmer qu'on peut pas faire que des films avec des héros blancs. Je suis désolé, avec Bad Boys, c'est typiquement humour black américain. Et ça fonctionne très bien, enfin moi parce que j'adore le film de Bad Boys, mais on est dans... Mais là je te parle pour le super-héroïsme. Oui, bon voilà, c'est un film d'action, mais pour le super-héroïsme, Spawn... ça c'est pas un bon exemple parce que ça suffit. Ok, c'est un film de super-héros, mais... C'est un film de super-héros et c'est avec un black et ça n'a pas du tout de succès, donc c'est peut-être pas du tout de succès parce que c'est un black. Mais ça... Non, mais c'est pas ce que je dis juste que ça aurait pu être... un asiatique, un caucasien, tout ça, on fait pas attention à sa couleur de peau dans le film. Mais dans tous les cas, c'est un black. Il y a d'autres films de super-héros black avant qu'on fasse montagne de polémiques là-dessus, qui est très d'actualité, je trouve. Dommage. C'est pour ça que je trouve ça complètement con que les gens s'excitent sur Black Panther. Alors qu'il y a eu Blade avant, mais bon. Merci. J'allais le dire, je cherche depuis tout à l'heure. Il y a Blade, Wesley Snipes. Si sûr, on peut les compter sur les doigts de la main parce que c'est plus des héros blancs qu'il y a, mais il y en a quand même. Mais Blade n'est pas blanc. Non, je veux dire, mais. Non, mais je veux dire, dans les comics, Blade n'est pas blanc. Lui, de base, pensé comme héros noir, non ? Oui. Et le premier. Je suis pas certain, c'est pour ça que je pose la question. Mais il est arrivé après parce que le premier super-héros noir de chez Marvel est en réalité Luke Cage, il me semble. D'accord. Vraiment, c'est le personnage qui a... Confirmez-nous ça en commentaire, les spécialistes. Ouais, confirmez-nous ça. Au cas où je dis une connerie, mais je m'étais renseigné un peu sur le personnage, il me semblait avoir lu ça. Dans un article, en tout cas. Mais ce sur quoi je voulais revenir, c'est que l'idée, en fait, de cette sélection naturelle de qui va avoir le pouvoir. Tu vois, s'ils n'avaient pas fait cette scène, on ne serait même pas posé la question. En nous montrant toute
catégorie de gens qui ont été rejetés, ça me fait poser cette question-là. Il y a la volonté peut-être c'est de ça dire, en fait qui me fait. mais tout le monde peut potentiellement être Shazam et il fallait que ça tombe sur lui. C'est pour un comparatif. Oui, mais c'est des gens qui ne l'ont pas eu. Oui. C'est la vie, hein. Ah bah oui, mais en attendant, on prend celui qui n'a pas de piercing, qui n'a pas de tatouage, qui n'a pas Non mais voilà. J'espère qu'à un moment, on aura justement un espèce d'inverse de truc. Là, il paraît qu'ils vont faire un super-héros homosexuel là chez Disney, ils vont s'y mettre, mais je me demande quelle forme ça va avoir. Hein. Parce que si c'est un truc vaguement avec une scène où le mec il regarde un mec avec des gros yeux, ouais, vachement le truc homosexuel, hein, allez, repassez nous voir quoi, chez Disney. Non mais c'est une plaie. Hein. Donc moi j'ai hâte de voir un héros qui n'est pas, qui ne correspond pas. Après bien sûr ça risque de se faire sentir après sur les budgets, l'exploitation des films. Mais il va y avoir tout ça, mais il faut juste que ce soit pas grotesque, parce que des fois on veut tellement plaire à des communautés parce que on faut les représenter que ça en devient presque grossier. Et moi je pense qu'il faut absolument pas omettre la subtilité d'écriture. Ouais, c'est pas parce que le personnage est homosexuel qu'on doit avoir Renato de la Cage aux Folles ou tu vois des trucs comme ça. On est d'accord, mais quand tu donnes des films comme ça à des débutants ou des mecs qui n'ont aucun savoir sur le super-héroïsme et tout ça, ok, je veux bien comprendre que le mec qui a fait Shrek 4 et Turbo, il a un petit peu d'expérience pour les films pour les enfants, mais pour un film de super-héros, il y a d'autres enjeux qui se passent que plutôt simplement un film d'enfant. Donc là, ok, on a un film pour l'enfant, mais un film sur le super-héroïsme, non, pas du tout. Et je le regrette en fait, que ce soit pas orienté sur ça un peu plus. Alors qu'on sait bien qu'on peut arriver à trouver un équilibre sur tous ces points-là. Et on en revient après à des caricatures, comme le pauvre Mark Strong, lui aussi, hein, très bonne carrière et très bon acteur aussi. Il enchaîne des merdes. Alors c'est des merdes qui sont marrantes parce que c'est tellement ridicule, avec le mec là, Country Home et tout ça là dans Kingsman avant de se faire exploser la gueule, les frères Gatsby ou Gatsby là avec Gatsby Gypsy ou je sais plus quoi là avec Sacha Baron Cohen où il demande à son frère de lui sucer les boules, non mais c'est super gênant la carrière de ce mec. Le mec il a une vraie gueule de ouf, et c'est vraiment un des rares acteurs chauves à qui ça va trop bien. Ah ouais. Chauve, mais il est trop bien chauve. Mais je crois qu'il c'est pas volontaire forcément. Ouais, alors je pense bien, mais ça vous va vachement bien. J'ai pas eu le choix. J'ai pas eu le choix. Non, et le voir dans des merdes. Oh, ça fait chier, putain. Il est banal as fuck dans le film. Il fait partie des rejetés, sûrement parce qu'il était chauve. C'est-à-dire que le sorcier, il a vu, oh, lui adulte, il sera chauve. Non, jamais. Tu vois, il fait partie des rejetés, mais il a pas lâché l'affaire. Et on commence sur lui, hein, en train de rechercher le moyen de rentrer de nouveau dans cette pièce, dans cette grande salle. T'as presque envie qu'il réussisse justement. Ouais, t'as presque envie parce que il fait tellement pitié le Hunsu que on le voit gamin avec lui. Il dit, ouais. Le Jimon Hunsu, il a. Tu dégages parce que t'es une grosse merde. Non, t'es pas choisi, t'es pas digne. Oui, et après il revient le voir. Il ne l'explique pas en plus. Oui, bah lui il le voit, tu vois, il a la sensation que ça va pas aller. Ça lui fait de bonnes jambes. Non mais il l'explique quand même, tu sais, on le voit se rapprocher de la boule et il veut le prendre et il voit qu'il est tenté par les 7 péchés capitaux. Ouais. Donc là il le voit que ça marchera pas. Ouais. Mais après il revient en disant le gamin il en sait rien lui, le gamin. Ah bah oui, mais c'est pas son problème au sorcier. Hein. Ah bah oui, mais c'est pas cool pour le gamin. Enfin... ouais, mais bon, si à chaque fois il devait faire une séance de psychologie avec le gamin... ah bah c'est comme ça, hein, c'est ça d'être sorcier. Non, toi, là t'es digne, t'es pas digne, tu dégages. Voilà. De toute façon, on le sait très bien, la baguette choisit son sorcier. Ouais. Mais bon, il me semble que c'est dans une autre franchise. Mais moi, Mark Strong, je le trouve tellement banal dans le film. C'est le méchant qui veut dominer le monde. Mais pour un acteur à qui on lui attribue des rôles qui ne sont pas forcément sur mesure, il s'en sort bien. Je trouve que c'est quelqu'un qui s'en sort bien. Parce que c'est jouer les méchants, c'est toujours amusant. Non, mais même outre ça, il y a des acteurs qui, tu sens qu'ils ont pas envie et du coup, t'as pas plaisir à les regarder. Tommy Lee Jones dans Batman Forever. Oh. Il surjoue à donf. Mais il y va quoi, le gars. Oh, c'est pas forcément ça amusant. non mais moi aussi, mais je me mets à la place de l'acteur.
j'interprète, je me dis, le gars, il a pas aimé jouer avec Jim Carrey, pourtant, t'as pas l'impression de voir ça à l'écran. Ouais. Il l'a quand même snobé dans un resto, il voulait peut-être manger ensemble, Jim Carrey a essayé de prêter sa table, il a dit non, casse-toi. Un truc comme ça. Bon, mais c'est vrai que Et Tommy Jones, c'est un acteur qui est très bon, tu l'as déjà vu dans plein de films, il a même réalisé une fois. Mais le voir être avec un clown à côté, c'est dur pour lui, je pense. Et de même lui jouer un peu comme lui, parce que quand il est en mode comme ça en train de rigoler comme ça, j'ai putain, mais Tommy Jones il joue au fou quoi. C'est génial, ça sort d'habitude. Mais je pense pas qu'il ait eu envie peut-être de voir ce genre de personnage dans sa vie. Mark Strong, il essaie de rester quand même un minimum naturel dans son jeu, un minimum sincère. Sachant qu'il avait déjà joué dans Green Lantern. Il devait jouer justement l'adversaire de Ryan Reynolds, le Yellow Lantern, puisqu'à la fin on a une scène post-générique où on voit ce Green Lantern qui est joué par Mark Strong qui met un anneau et il devient le Yellow Lantern. Un anneau pour les gouverner tous. Et là, moi je trouvais le rôle vraiment pas intéressant. C'est pas intéressant à suivre, mais après il a des bonnes têtes il fait des bonnes têtes de méchants. Oui, il a une bonne tête de méchant. Mais après, ça reste un cliché vraiment de méchant absolu avec une scène post-générique. Alors là, c'est vraiment marrant. C'est Mark Strong qui fait le mec fou dans la cellule en train d'écrire des trucs scientifiques sur les murs. Tout d'un coup, il y a une voix qui lui parle. Ah, on va commander le monde ensemble. Tu dis mais qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, c'est une petite chenille qui est en train de le narguer, qui est en train de parler. Tu dis une chenille qui parle, mais on est quoi dans Men in Black ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? C'est dans le comics. Ah voilà, la chenille, c'est le prochain vilain. Soyez prévenus, ça va envoyer du pâté. Je demande comment Zachary Levi va faire avec tous ses pouvoirs pour affronter une chenille. C'est un contrat accepté. Alors là, complètement. Le caméo de Superman. Alors, parlons un peu de cette scène. Ah ouais, ça fait très mal. Ça fait très mal. Parce que, je pense que maintenant les gens le savent, gros fan de la réécriture de Superman depuis Man of Steel, et de voir qu'ils ont repris le même personnage, c'est le même personnage, parce que c'est la même tenue, mais en enlevant encore une fois la musique qui lui est attribuée de base, pas le thème de Zimmer, et d'avoir mis celui de John Williams, donc d'une part c'est incohérent, mais on s'en fout, c'est du fanservice, voilà, c'est leur logique à la con, et ensuite... Mais c'est même pas du fanservice, puisque... il manque quelque chose. Mais c'est même pas assumé, voilà. C'est comme Justice League, ils mettent un tout petit peu le début du thème de Batman. Non, mais il manque quelque chose à Superman. Sa tête. Avant que même le film ne sorte, et on avait vu une photo sur son Twitter, je crois, qui est avec lui sur le set de Shazam, où il disait potentiellement qu'il serait en caméo à la fin, en post-générique. D'accord. Et qu'il serait juste là pour dire, en soi c'est pas une scène incroyable, c'est juste lui qui fait une apparition pour le connecter encore une fois le film à sa franchise, voilà, j'ai vu que ce dont tu étais capable et du coup voilà, je serai là pour te surveiller, un truc comme ça. Ouais. Il était question de ça, mais pour des raisons d'emploi du temps, parce que Henry Cavill était sur The Witcher, pouvait malheureusement pas faire son petit caméo dans ce film, et que du coup ils ont gardé l'idée, mais en prenant une doublure et pour éviter des problèmes de mais c'est pas le même acteur, parce que son contrat aussi, rien n'est officiel pour l'instant. Henry Cavill est encore Superman, on touche du bois, on croise les doigts. Ils ont coupé la tête. Ils ont cadré juste au bord de son cou. Et selon le JDG, c'est le plan qui représente la mort du DCU, avec Superman avec un plateau repas et la tête coupée. Je suis entièrement d'accord. Ouais. Je suis entièrement moi, d'accord. je le voyais pas comme ça. Je trouve que c'est une vision très très brute, violente de ça. Bah oui, le plan est violent. On lui coupe la tête avec un bord cadre. Ouais. Non, mais moi je suis attristé par cette scène. Moi personnellement, j'en fais peut-être des caisses en parlant comme ça, parce que ça fait le fan qui a pas eu son caprice. Le fan. J'assume entièrement, c'est un caprice de fan, voilà. Ouais. Donc je ne pourrais pas être légitime de cracher sur les autres fans qui font des caprices aussi. Mais là, pour ce détail-là, moi ça m'a attristé. On en reviendra sur un autre détail après, sur l'utilisation des logos dans ce film qui est juste abominable. Je parle des logos... on peut en parler maintenant si tu veux. D'accord. Au Alors, tout début de la critique, j'ai mentionné l'incohérence du film sur le fait qu'il... Par rapport aux jouets, c'est ça. Par rapport aux jouets. Dans le magasin de jouets, on voit donc, depuis le début du film, le logo d'Aquaman, le logo de Superman, de Man of Steel, et de Batman aussi. Et le gamin porte des t-shirts à leur effigie avec ses logos. Avec le logo BVS à un moment, quand il voit Billy Don't Scream dans la cuisine, voilà, c'est le logo le Batman de Ben Affleck, Batfleck, donc c'est celui-là.
dont je n'ai pas le nom du designer de ce logo-là. Si dans les commentaires vous le connaissez, je serais très curieux de lire. Mais par contre, je sais que le logo de Man of Steel, c'est Peter Mitchell Rubin qui l'a créé. Et pour celui du Superman que tout le monde connaît de Richard Donner et tout ça, c'est Kurt Swan, si je ne me trompe pas. Kurt Swan. Bref, tout ça pour vous dire que, en fait, si vous faites un nouveau film, une nouvelle saga, donc une réécriture de personnages, vous ne pouvez pas réutiliser donc les anciens thèmes musicaux des anciens films qui sont appropriés à une autre réalité de film, que là on est dans le DCEU, et c'est pour ça que je comprends ce que dit JDG, c'est la mort du DCEU. Bah oui, parce que finalement ils ont plus souci du détail. À quoi bon faire des thèmes, à quoi bon faire des réécritures de films si c'est pour au final faire du fanservice en réutilisant les anciens thèmes pour dire regardez, vous avez vu, c'est la musique d'avant. Oui, mais ça n'a aucun sens de faire ça, encore une fois. Ça n'a aucun sens et c'est insultant pour les confrères compositeurs qui ont fait des musiques avant pour là au final faire bah voilà, du fanservice. C'est juste, ça n'a aucun sens pour moi. Et c'est pas pour rien qu'on en fait un métier de ça. Donc là, d'avoir mis ces logos-là dans le magasin de jouets, moi, ça m'a vraiment dérangé. Vraiment de me dire, pourquoi c'est gratuit. Au pire, t'aurais pu justifier ça dans une très courte scène, dans la même scène où t'as l'autre qui lui parle du journal, du bateau rang, tout ça. Ouais. Ils descendent dans le salon, on voit un dessin animé, et là, on aurait pu comprendre par juste un petit plan en mode Batman à la télé, il a le droit à son dessin animé, et puis là, on met le logo d'avant. Mais encore même, non, je serais contre ça. Pour moi, on a un nouveau logo, on garde le nouveau logo. Mais là, ça aurait pu être un moyen, éventuellement, de justifier la présence des jouets à l'écran. Mais là, c'est tout bonnement gratuit, c'est juste pour faire plaisir aux fans des années 90 et 80, quoi. Pour moi, ça me semble être une évidence de contester ce genre de choses. C'est peut-être très arrogant ce que je suis en train de dire là, mais si on fait un métier qui consiste à faire en sorte de rendre crédible un univers et en omettant le fanservice au profit de la cohérence, je suis désolé, mais je trouve ça nul de faire ça. Il a été annoncé en 2014, donc finalement un projet qui a été fait après le premier film du DCU Man of Steel. 2014, il ne sort que maintenant. Bon, il y a une période de gestation, après avec Justice League ça ralentit un peu la machine aussi. Je trouve, personnellement, que le réal n'avait aucun contrôle sur le film, c'est un exécutant. Et selon nos ciné, j'aimais bien la formule de Julien Dupuis, c'est transparent. Le mec a fait des films d'horreur, ça ne se voit pas ou à peine. Il y a quelques plans, la scène par exemple dans le bureau avec les dirigeants. Oui, après c'est un film qui n'est pas à but de faire peur. Et même qu'on l'a bien vu. Mais alors peut-être que c'est de l'épouvante pour les tout petits et pour les grands, c'est pas grand chose. Tout à fait. Moi je pense qu'il doit y avoir de ça. Mais après, c'est un réalisateur de court-métrage qui a fait après un film d'horreur et après, tout de suite, on l'enchaîne sur une grosse machine et là, on peut se dire qu'est-ce qu'on pouvait imaginer d'autre que ce résultat, en fait. Moi, ce réalisateur-là, j'avais découvert ce qu'il faisait avant qu'il soit propulsé dans la machine hollywoodienne, justement. D'accord. Avec ces fameux films qui ont fait le buzz sur Internet, donc dont Lights Out, qui a eu le droit à son portage long format, qui a été repéré par James Wan. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a réalisé Annabelle 2. Pour la partie horrifique. Et du coup, moi, en tant que metteur en scène, enfin, le mec met très bien en scène l'épouvante. Enfin, je sais pas si t'as vu ses courts-métrages. J'ai vu celui qui a donné Lights Out. Là, dans ses courts-métrages, moi j'avais vraiment apprécié la mise en tension qu'il savait créer par l'absence totale de musique et par le découpage et la façon dont le son était traité aussi. Il y a un travail sur le bruitage qui est très intéressant. Donc avec la musique aussi de Benjamin Wolfish que j'avais découvert par ce film-là. Et je me suis dit, il a quelque chose ce mec-là. Alors du coup, de savoir qu'il allait faire Shazam, je me suis dit, ça peut être pas mal. Et comme il l'a si bien dit l'autre là, c'est vrai que c'est transparent. On ne ressent pas sa... Bon, j'allais dire sa patte. Le réel non, on peut pas dire le réel ne prend aucun risque. Oui. Mais il répond au cahier des charges. Mais parce qu'il a aucune influence. C'est personne. C'était quelqu'un sur Internet, mais Hollywood, c'est personne. Et du coup, le film, il fait daté, il fait vieillot. Ça manque de style. Il y a un côté très fake. Moi, j'aurais dit fade. C'est peut-être même le style du film. Je sais pas si c'est volontaire, de vouloir faire un film comme ça, un peu gris. Ça se passe en... c'est un milieu urbain, donc...
milieu urbain, quotidien, du concret. Ouais. Pour moi, c'est logique, c'est ce que disait Durandal. Hein. Peut-être c'est aussi pour retranscrire l'ambiance un peu miséreuse. Oui, je pense. Tu vois, pour contraster avec le super-héroïsme couleur exacerbée, quoi. Justement, pour le faire ressortir à l'image, ce costume haut en couleur par rapport à tout le reste. Que tout est fake par rapport au réel. Ouais. C'est pour ça que peut-être que la grotte de Shazam, elle est affreuse. Elle est en toc. Quand tu vois les roches, tout ça, c'est du toc. On sent l'artificialité, le décor construit, on n'arrive pas à y croire. Ouais. L'histoire est narrée à un rythme lent, les scènes durent, comme tu l'avais dit. C'est-à-dire qu'ils ont du mal à couper en fait dedans. Oui. À faire des ellipses. Il y a peu de relief du coup dans la narration, à part le fait de commencer au début par le méchant. Comme si le mec était incapable de savoir comment dynamiser ces scènes. Et des fois, en fait, tu sens que ça l'embête, en fait, qu'il a filmé d'une certaine façon certaines choses, et après, au montage, il se retrouve comment je fais? Donc, t'arrives à des machins, avec des ralentis au beau milieu d'un plan à vitesse normale, et après, ça reprend en vitesse normale. Alors, Arthur, il a essayé de me justifier ça en disant oui, mais c'est comme 300. Sauf que dans 300, c'est une logique qui continue dans tout le film. Du début à la fin, ils font ça. Là, c'est juste pour un plan qui les embarrassait parce qu'ils n'avaient qu'un seul plan. Voilà, des trucs comme ça. Il faut regarder avec un peu plus d'insistance. Vous voyez, il y a plein de déchets partout, surtout dans les scènes d'action qui sont longues, qui sont étirées, des plans qui durent trop longtemps pour l'effet que est censé créer le plan. Tu l'avais dit à un moment, il y a un moment de gag où ils sont distancés par peut-être un 500 mètres ou une belle distance. Et il y a le méchant qui fait son speech. Oui. Et l'autre qui n'entend rien, donc il dit si tu fais un speech de méchant, j'entends rien, ou un truc comme ça. Oui. Et la scène, il s'est pas coupé dedans, elle continue encore. En la revoyant tout à l'heure là, je me suis dit c'est dommage. Alors elle a gagné en qualité. Ah oui. Si au moment où tu entends le mec qui fait et alors du coup je fais il parle et le plan d'après on l'entend pas sur la valeur de plan éloignée avec lui qui tend l'oreille. Hop, cut. Ouais. Et on passe sur autre chose. Ouais. On revient sur les gamins. Et on revient après sur eux. Et là, ça passe à autre chose. Mais là, ça aurait été drôle, tu vois. Les effets spéciaux, c'est aussi un peu la même chose. Alors, toi, tu as bien aimé les créatures des 7 péchés capitaux. Les effets de fumée, tout ça. Ouais, franchement. Et le fait que, ça a été beaucoup critiqué, le fait que les créatures ne bougeaient pas la bouche quand elles parlaient. Moi non plus. Ça faisait statue, gargouilles, tu sais, qui bougent pas, mais elles sont habitées par un démon qui parle à leur place. Mais voilà, c'est comme quand tu regardes l'Incroyable Voyage avec le chat, le chien, on entend les voix intérieures. Enfin, voilà, je vais quand même de comparer l'Incroyable Voyage. On n'est plus à ça près. Hein. Bon, désolé. Il y aura de tout dans cette critique. Hein. Vous avez eu du racisme un petit peu avant, on a eu des trucs sexuels. Sexuels. Là, ça faisait un peu le A de Gérard Jugnot dans Papy fait de la résistance. Là. Voilà, on a du nazisme aussi, on vient d'avoir du nazisme. Point Godwin. Allez, sérieux. Et l'utilisation des pouvoirs, ça, c'est utilisé quand ça les arrange, puisque le héros n'utilise jamais ses éclairs pour affronter le méchant. S'il utilise les éclairs quand il se transforme. Oui, à un moment il est dans l'eau et il fait Shazam. Et après ça fait une explosion et le mec il se projeter en arrière, comme il aurait pu l'utiliser pour le griller, quoi. Ce que disait Durandal, c'est pour t'as de la foudre. Tu l'utilises pour faire le con avec ta musique, mais pourquoi tu l'utilises pas sur le méchant? Première chose qui te vient à l'esprit, c'est le seul truc que t'arrives à maîtriser. Parce que c'est pour la famille. On préfère lui foutre une tatane et voir que le coup de poing ne fait rien que faire des éclairs pour l'électrocuter. Hein. Mais attends, on a quand même un plan où la statue mange la tête du monsieur, il y a même pas d'effusion de sang, rien. Tu veux c'est pour la famille. Ouais. Mais je sais pas comment elle se fait la classification là-bas et quelles sont les choses qui sont prises en compte et tout ça. Tu penses vraiment que c'est lié à ça? Des fois, c'est des trucs à la con. C'est genre, il y a des machins, tu peux être censuré si tu tires sur quelqu'un et la personne tombe et ne se relève pas. Je déconne pas, hein. Voilà, des trucs comme ça. J'imagine même pas sur. Mais je sais pas. Qui décide C'est les trous du qui ont des problèmes au cul, ils ont des hémorroïdes et qui peuvent pas supporter qu'ils aiment des gens qui meurent, des gens qui baissent. Mais qu'est-ce que j'en sais moi? Mais c'est chiant. Et à chaque fois, ça vient de Londres en plus ces conneries pour la télé. Donc j'imagine même pas aux États-Unis. Le puritanisme. Oui, mais avec les ligues de vertu et les conneries comme ça. Et en plus, c'est complètement. Alors là, les gars qui voient des reboots et des trucs de la Fox là qui appartiennent maintenant à Disney.
oubliez, tout va être aligné sur la ligne éditoriale de Disney. Hein. La Fox, ils l'ont dans le baba. Hein. Ça m'a étonné de voir qu'il y aurait Blade. Blade, c'est violent. Ah bah ouais, c'est comme si tu mettais Spawn là. On verra bien ce qu'ils vont donner, hein, mais ça va être une catastrophe quoi. Moi, j'espère. J'ai même pas. Je dis j'espère, mais enfin, quand ils feront le surfeur d'argent. Parce que des fois, c'est du Rated R, mais c'est tellement un mauvais Rated R que c'est tombé dans l'oubli. Regarde le nouveau Hellboy. On pourrait espérer. Non, le truc c'est juste nul. C'est nul, c'est pas. Benjamin Wolfish qui fait la musique d'ailleurs. Ah bah ouais, malheureusement pour lui. Hein. C'est merveilleux ça parce qu'on arrive bientôt à la musique. On n'y est pas encore, mais bientôt. Après, on a les transformations où on garde le même plan. Ça, c'est plutôt sympa. Mais des fois, j'ai l'impression qu'ils bougent pas à la même vitesse. Donc en fait, ça fait vraiment. Quand tu fais Shazam, il bouge. Ouais. Tu sais, à un moment, il marche. Et après, il fait Shazam et il continue à marcher après. Oui. Mais c'est pas le même rythme. Il bouge pas de la même façon et c'est pas à la même cadence. Et du coup, tu sens vraiment que d'abord il y a le gars et après il y a. C'est pas comme si ils avançaient d'une traite tous les deux. Il y a un plan que j'aime bien qu'on a vu dans la bande-annonce déjà, c'est quand il court, il saute dans la nuit avec l'éclair qui vient du ciel. Ouais, ça c'est bien. Ça c'est sympa ça. Ouais. Ça iconise bien le personnage. Ouais. Et les scènes de vol, pour le coup, je trouvais que il y en avait certains qui rendaient bien. Oui, dans le centre commercial, quand ils volent tous les deux là, ils flottent, ça rend bien. Et autant le plan où en plongée, quand Sivana il le prend, avec les effets de nuages et tout, ça fait tout de suite cheap. Et ça rappelle Brightburn d'ailleurs. La scène quand il monte là dans les airs, cette action, tu sens le studio quoi. C'est dommage. Et puis tu as quelques plans qui font penser aussi à Man of Steel. Bon, là, c'est un peu c'est volontaire. De la reprise volontaire. Quand il le fait tourner en mode Mario Bowser. Et même quand ils sont en train de se poursuivre dans les immeubles. Oui, en volant. Oui, en volant. Oui, ça fait penser. Ça me pense aussi à Matrix Reload. Matrix Reload. Mais sans l'effet des ondes qui font sauter les. Mais en positif, par contre, à part le fait qu'il vole. Le film n'a pas grand chose pour lui visuellement. Alors, les gargouilles. Les 7 péchés capitaux et quand il vole et certaines scènes où il vole, c'est tout. Ouais, c'est malheureux à dire, mais c'est bien fait. Voilà, mais c'est tout ce que j'ai à dire de notable en effet. Après le reste. Alors, il se trouve que tu as les deux choses à dire de notable, mais par contre, t'as pas trouvé la musique notable. Ah oui, voilà. Non mais alors après, c'est un bon pastiche des années 80. Oui. Ça rend. 90 Moi j'aurais dit les deux. Fin 80, début 90 moi. Ah ouais. Ouais. D'accord. Je trouve qu'il y a certains moments, t'entends un peu le glockenspiel que t'avais dans la musique de John Williams, dans les films Amblins de Spielberg quoi. Ouais. C'est vraiment le film d'aventure, quand t'écoutes la musique, ça fait musique de film d'aventure avec des gamins. Goonies, tout ça. Enfin, moi, je dis Goonies, j'ai pas vu. Moi, j'ai trouvé que ça ressemblait beaucoup à la musique de l'île aux pirates, de la musique de John Debney. Ah, j'ai pas vu. Je t'en avais déjà fait écouter des morceaux. Et le thème principal, ça ressemble trop au thème de Superman, Louis et Clark, de la série Superman des années 90. Mais tellement. Moi, c'était pas la série Lois et Clark, moi c'était le dessin animé des années 90 de Superman. En fait, c'est un thème. Le thème est un morceau normalement qui est censé être récurrent au sein d'un film et réorchestré en fonction de la scène, mais que quand tu l'entends, tu te dis ah, mais c'est le personnage qui arrive ou c'est, tu vois. Ouais. Moi, je parle d'un problème de leitmotiv. En fait, le film veut passer dans une esthétique rétro. Pourquoi pas ? Aucun souci. Mais le problème à ça, c'est que c'est très limité. On dit non au sound design, on dit non à une musique qui cherche à aller un peu plus loin que de faire juste de la musique. Parce que la musique de film, c'est pas juste faire joli sur des séquences. On fait une musique qui doit s'apparenter à une idée. On fait un concept, on peut même jouer sur des mélodies. Le leitmotiv de Shazam, je me souviens juste de côté pimpant en fait, oui, des cuivres. Oui. Le côté ta-ta-ta-ta-ta, voilà, c'est juste ça. Mais encore, normalement, tu devrais la chanter sous la douche. Tu veux me chanter la mélodie de Shazam, on l'entend pas. Ouais. Vu que la musique veut se concentrer sur quelque chose de mélodique, bah allez-y les gars. Ayez pas peur de faire un plagiat, de toute façon, on a déjà fait toutes les combinaisons possibles. Elle est sautillante. Oui, elle est sautillante. Parce que les cuivres font en sorte que ça soit très dans l'aventure, quoi. Ouais.
Mais moi j'avais bien aimé, je sais pas, je pense que dans cette idée de soit des musiques passablement oubliables comme chez les Marvel, ou des choses qui sont énormément sur les ambiances et son design comme chez Hans Zimmer, moi je sais pas, ça m'a fait du bien de revenir un peu 10 ans, 15 ans en arrière en fait. Alors typiquement, tu vois, c'est pas un truc que je vais me réécouter en boucle, je sais pas, moi j'ai été plus réceptif que je l'aurais cru. Je sais ce que tu penses de Marvel, mais au moins le thème du Avenger, on peut l'entendre, tu vois. Alan Silvestri, ce qu'il a fait là-dessus, c'est classique, mais ça se fredonne très facilement, ça se retient. Que là, dans Shazam, on est sur un super-héros qui est censé avoir son thème à lui. Ouais. J'ai lu dans une interview qu'il a donnée, alors c'était sous format texte, qu'il avait toujours rêvé de faire une musique comme ça, en fait. Un rêve de gosse d'avoir fait cette musique pour Shazam. Quelque chose qui se rapproche de quelque chose de vintage dans le type d'orchestration. Parce qu'on ne va pas vers ça, en tout cas. L'industrie musicale ne va pas dans ce sens-là. Donc c'est plutôt une joie, en fait, pour un compositeur qui sait qu'il n'aura pas les occasions de faire ça, de revenir un peu en arrière. Et c'est peut-être dans cette optique que moi je l'ai apprécié, du coup. Oui. Parce que c'est clairement pas ce vers quoi on se dirige. T'écoutes la BO des premiers films du DCU, t'écoutes ça, il y a une grosse différence d'ambiance, évidemment. C'est cyclique tout ça, faut pas se dire oh c'est la fin de tout, machin. Voilà, les années 80, ils ont pas eu leur temps, parce que maintenant on est en plein dedans, bientôt on va revenir à une musique... Les années 80 on est en plein dedans, c'est vrai que ça fait bizarre de dire ça. Mais ouais, tu regardes la dernière jaquette de l'album de Muse, c'est l'argument de vente, c'est de faire un truc rétro. Ouais. Pourquoi la série Stranger Things elle marche? Parce que en plus, je dis ça, j'ai bien aimé la série, les acteurs sont très bons, bien dirigés, ça reste une série qui reprend énormément de ses aînés. Ouais, il n'y a rien d'inventé. Moi je trouve ça terriblement, j'allais dire passéiste. Mais, ah oui, mais c'est ça. Je trouve ça que c'est du désespoir, quoi. On est dans un faux passéisme en réalité. Mais non, mais c'est du désespoir total parce que tu crées pas de futur, tu restes vers le passé. Enfin, moi je trouve ça horrible en fait. Non, parce que ce sont des œuvres fictionnelles. Les mecs ont peur du futur, ils veulent pas se rentrer dedans pour se poser des questions du futur, donc on reste dans le passé. Non, mais parce que les gens sont nostalgiques aujourd'hui. La majorité en tout cas. Parce qu'ils ont peur. Et on va pas les avantager en les fournissant que des trucs sur le passé. Regarde par exemple ce qui a valu autant de critiques négatives, pour rester dans l'univers d'ici et cette franchise en tout particulièrement. Pourquoi Man of Steel et la suite BVS ont suscité énormément de critiques négatives, en plus d'avoir des positives. Parce que le Superman n'était pas un putain de Boy Scout. Parce que Superman n'était pas le Superman que tout le monde a connu jusqu'à maintenant, à savoir le Boy Scout des années 80, le film de Richard Donner qui revient systématiquement alors que Superman existe depuis les années 30. Dès lors qu'on commence à dénaturer les choses que l'on connaît, ça va forcément créer quelque chose de... Et en même temps, bon, ce que tu dis là, c'est faux parce que le Superman Returns, il a été défoncé aussi et pour finalement les raisons que le Superman c'est un Boy Scout. Ah oui, c'est vrai. Le super-héroïsme, je le prends vraiment comme un héros de crise. Il y a une crise, la crise ça fait pas sourire, et donc le héros est là pour répondre à cette crise, de répondre de la façon la plus engagée, la plus sérieuse possible. Je sais plus qui c'est qui disait ça, mais c'était très très pertinent. Il y a la différence entre les films, j'entends les films, de chez DC et de chez Marvel, c'est que Marvel Studios, je précise, sont des films qui sont trop conscients de ce qu'ils sont. Ce sont des films qui sont conscients d'être un film de super-héros, et DC est l'inverse de ça, à savoir que ce qui fait que plus tu as conscience d'être dans un film, comme Deadpool par exemple, sur la métafiction on joue avec les codes et on rend ça interactif pour le public. Là on n'est pas dans le brisage de quatrième mur, mais dans le sens où le film joue de ses codes pour en faire quelque chose d'un objet de divertissement, pour dire que le public qui regarde ce film, qu'est-ce qu'il en a à foutre de prendre au sérieux un héros, il a déjà vu ça 1000 fois avant, donc pourquoi pas le tourner en dérision, parce que de toute manière le spectateur qui est là, soi-disant, est là pour se moquer de quelque chose qui n'a plus tellement de sens d'être pris au sérieux. On vient de parler tout à l'heure des cycles de mode, des tendances des années 80 qui reviennent. Mais là on est en plein dans le super-héroïsme drôle, mais t'inquiète pas, on aura notre Dark Knight chez Marvel, un de ces quatre c'est sûr. On a encore un tout petit truc avant que la conclusion, parce que là on a fait une grosse parenthèse, c'est que, bien sûr on a la musique du film, mais on a aussi des musiques additionnelles et des chansons pour ponctuer, des fois de faire plutôt des moments de transition entre les scènes, et on a une scène qui est la découverte des pouvoirs sur Queen Don't Stop Me Now.
Je pense que c'est parce qu'il y a eu Bohemian Rhapsody. Ça aurait pu être n'importe quelle autre musique, ils auraient pu le changer. Et on voit qu'il n'y a pas un rythme particulièrement calé en fait, à part sur les trucs avec le YouTube, avec le yeah, 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 I love this, I love this. Mais ça aurait pu être sur n'importe quelle autre musique. Après, moi, je me dis que c'est Queen parce qu'il y avait Bohemian Rhapsody pas loin. Oui, mais même avant Bohemian Rhapsody, il y avait une musique de Queen dans Suicide Squad, à la fin. Pas que dans les bandes annonces. À la fin, il y avait Bohemian Rhapsody, d'ailleurs, la musique même. Ah oui, c'est vrai. Dans le film même ? Ouais. Et à quel moment ? À la toute fin, quand on voit Harley Quinn. En plus de ça, on ne regarde qu'un très court extrait. Hein. Ah ouais. De toute façon, tu sais bien que le montage des chansons dans Suicide Squad, c'était fait par des monteurs de bande-annonce, donc c'était en mode pot pourri. Enfin, même si quelqu'un dit ça, mais il n'y a aucun nom dans le générique. Hein. Ce qui n'est pas légal. Donc, il n'y a qu'un seul monteur, dont je n'ai pas vraiment retrouvé des traces. Je pense pas que ce soit... Mais tout le reste des gens qui montent son et images sont issus de films. Ouais. Donc les trucs de oui ça vient de machin de ça qu'on vienne me le prouver avec des vrais arguments. Donc bon. Mais ce que je veux dire par là c'est que c'est vraiment une séquence qui m'a étonné parce que c'est plutôt fun tu vois, mais je me disais que ça aurait pu être une autre musique, voire même qu'au départ ils avaient choisi une autre musique, après ils ont mis Queen. Cette chanson comme une autre de Queen on les entend très souvent, que ce soit dans les séries, dans les films. Et c'est dans le catalogue. Hein. Having a good time, et ils ont un bon moment. Et donc je trouve que aussi, la facilité. Je trouve ça aussi terrifiant. Et les gens, ils adorent Queen. Oui, bien sûr. Donc forcément, je trouve ça terrifiant quand là on parle de Queen, d'un morceau qui date de dizaines d'années. Ah mais c'est intemporel. Non, oui, mais c'est ça le problème. Enfin, moi je m'en fous, mais que on n'a rien construit en musique depuis qui soit aussi utilisable que ça. Alors. Si, parce qu'on est des grosses merdes en musique en ce moment. Non. Et c'est pas Ragnagna ou Drake ou des gars comme ça qui vont créer de la musique qui sera après intemporelle, comme on peut ressortir des vieux machins et des Sinatra et tout ça qui sont dans des films récents maintenant quoi. Moi, pour répondre à ce que tu dis, je suis pas d'accord. En fait, c'est qu'ils sont dans l'ombre de ce qui se fait à la radio. Si on écoute la pop aujourd'hui, on les compte sur le doigt de la main. Et encore, c'est subjectif parce que ça dépend de pour qui la musique est considérée comme un renouveau. Là, on parle pas de goût, de aimer ou pas. Hein. On dit de ce qu'elle apporte dans son époque et ce que ça va durer sur le temps. C'est ça, une œuvre, qu'elle soit filmique ou musicale, elle ne reste dans le temps, et pas pour sa qualité, mais pour ce qu'elle a apporté objectivement à son époque. C'est ce que je dis, c'est que ces mecs apportent rien. Mais actuellement dans la chanson si tu allumes la radio, on est dans une homogénéité musicale et très rares sont les personnes à sortir du lot parce que ce sont toujours les mêmes gammes de notes qui sont utilisées, donc forcément c'est très dur. Mais moi je te dis, je traîne sur SoundCloud et sur d'autres plateformes où ça permet de voir des indépendants, des gens qui sont de nulle part, mais ils ont du talent, ils font des musiques, ils sont ouf, mais tu pourras pas mettre ça à la radio parce qu'il y a des obligations, il y a des impératifs commerciaux à répondre et il y a un cahier des charges beaucoup trop restrictif pour la plupart qui amène à ce que, inévitablement, leur mélodie sera changée. Alors c'est un mode de fonctionnement que n'avaient pas ces gens-là, comme Queen à l'époque. Ah oui, pas à ce point-là. Il devait y avoir 2-3 petites contraintes et on le voit un petit peu dans le film Queen. Oui, oh là là, putain, 6 minutes, vous êtes fous, on va diffuser ça. Voilà. Le radio edit, oui, voilà, mais ça c'est bien pour le coup de montrer qu'il y avait déjà des petits moments où ça pouvait coincer en fait. Mais là aujourd'hui c'est de la démence, donc oui, là je viens comprendre. Mais ce que je veux dire, ce qui me fait chier, c'est que on va arriver en 2020 et on va arriver en 2030 et on sera encore là à nous ressaucer des machins de la génération de nos parents en faisant presque le constat que rien depuis n'a été aussi populaire. Il y aura peut-être Ed Sheeran, et Coldplay. Je trouve Muse ou Coldplay éventuellement. Mais par exemple, je trouve que la musique qu'ils avaient utilisée pour la bande-annonce de Day and Night avec Tom Cruise. Ouais. Là, je sais plus le truc, la musique que c'était, là, Control ou... They will not control. Ah, ça c'est Muse, Praising. Ouais, Praising, voilà. Je trouvais que là, tu disais, putain, dans la bande-annonce, ça jette à fond. Ah quoi. oui, non, moi je suis un grand fan de Muse, alors là tu parles de Muse, je suis content. Il faut vraiment, je suis très endommagé voir que quand on voit des films et tout ça avec des morceaux voilà, qui peuvent rentrer dans ces séquences, qu'on ressorte des trucs qui datent de la génération de mes parents. C'est comme si nous, on n'avait rien pour nous, notre génération à nous, là. Qu'on ne retrouve pas
les chanteurs de notre époque, qu'on les aime ou non, mais qu'on les retrouve pas à l'écran, parce que c'est des gens plus âgés qui font les films pour le coup. Et eux, ils Queen et machin. Tu vas être étonné de remarquer que même des gamins qui n'ont pas connu les années de nos aînés, ils écoutent Bohemian Rhapsody, le morceau même, dans leur soirée, dans leur playlist. Et moi, je l'ai entendu. La baguette choisit pas son sorcier là. Non mais moi je l'ai entendu en haut quand il faisait la boum au-dessus de moi, j'ai pas pu dormir une nuit, que c'était des machins, mais des trucs de la génération de mes parents, que les mecs ils ont 30 ans à tout casser quoi. Non mais oui, moi je trouve que c'est un problème musical quand on pense à des chansons dans les films eux-mêmes. On va passer enfin à la conclusion. C'est difficile de créer de l'excitation dans le film, c'est-à-dire que c'est un héros mineur et le film l'est et le traite ainsi. Enfin moi c'est ce que j'ai ressenti. Mais Shazam donne l'idée d'un changement. Alors c'est un changement qui me fait un peu peur parce que j'ai peur de voir que la Warner va foncer dans cette direction, la direction du moindre succès. Oui. Shazam et Aquaman ont ouvert une direction plus comique aventure. Oui. Et j'ai peur que parce qu'ils sont dans le noir total de l'indécision par rapport à la ligne directrice, que dès qu'ils voient la moindre lumière au bout du tunnel, qu'ils vont se ruer dessus. Et même si ce n'est pas profitable à long terme, en termes de patrimoine, hein, parce que bien sûr ça peut être profitable en termes d'argent, on le voit bien avec Marvel, mais en termes de patrimoine, mis à part le projet même, qu'est-ce qui va rester, tu vois? Donc moi je regrette en fait. Ils sont contents. Aquaman qui a marché, bien sûr, qui était rentable. Mais après, est-ce que ces films vont rester dans l'histoire du cinéma? Parce que c'est finalement, tu vois, The Dark Knight, ça restera dans l'histoire du cinéma, comme étant une date importante pour le cinéma super-héroïque. Voilà. Mais moi, c'est ce que je veux voir avec ces films-là. C'est qu'à un moment, il y en a qui... Pas seulement que ce soit le projet qui est abouti. Parce que Avengers Endgame, en termes tu vois, de succès public financier, ok, mais ça n'a aucune valeur artistique, aucune valeur actorale, aucune valeur narrative. Zéro. La bulle. Donc, c'est genre, à part des gens qui ont aimé le voir, ça n'a aucune valeur. Alors, nous qui sommes à défendre les premiers films du DCU, Man of Steel, tout ça, est-ce que tu penses que ces films-là, dans plusieurs années plus tard, vont marquer leur temps? Moi, j'ai déjà vu des textes sur l'image biblique dans Man of Steel. Ah oui. Oui, c'est vrai que c'est Jésus et les rapports bibliques, avec les éléments et tout ça. J'avais vu un texte en anglais qui parlait de ça. Il y a carrément un plan où il est comme Jésus sur la croix. Oui. Il se laisse aller dans l'espace. Dans l'espace? Oui, dans l'espace. Oui. Quand il y a son père qui lui dit va leur sauver, t'as la musique qui sublime l'instant. Va les sauver carrément. Il revient sur Terre. Ouais. Voilà, on est d'accord. Tu vois, moi je me dis, ok, là c'est déjà des gens qui commencent à enlever, tu vois, parce que c'est toujours les premiers textes, c'est ceux qui vont s'en prendre plein la gueule. Mais au fur et à mesure qu'on déblaye en fait des images, on se rendra mieux compte de en fait qu'est-ce qui fait que ces films sont intéressants ou non. En général, c'est la meilleure chose qui est toujours la plus détestée au début. Oui. Les gens n'acceptent pas la nouveauté. C'est un film que j'ai pas envie de revoir. Je suis content de l'avoir vu, hein, mais j'ai pas envie de le revoir en entier. Je lui mettrais un petit 12. Du petit 12. Du coup, à quoi ressemble le futur de DC avec des films comme Wonder Woman 2 ou Joker? C'est ce qui fait à la fois sa force, c'est qu'on sait pas. En fait. On n'arrive pas à savoir. Oui, t'as donné la bonne réponse. C'est horrible parce que t'es stressé à l'idée que ça prenne une direction comme tu l'as dit. Ouais. Shazam et Aquaman, ça fait 2 films qui sont en mode on rigole de ce qu'on est, alors que c'était pas ça à la base. On est en aucun cas apte à dire si la Warner est sur les bons rails pour la direction que vont prendre ses prochains films. En tout cas, une chose est sûre, c'est que Joker ne paraît pas être un film humoristique. Non. Un film drôle. Et il a de bonnes critiques pour l'instant. Ouais. Alors quand on voit des productions aussi catastrophiques ou aussi sans saveur qu'on peut voir de part et d'autre que de DC et de Marvel, qu'est-ce qu'on peut proposer nous comme solution, fiction super-héroïque à voir pour nos auditeurs? Écoute, moi je commencerai avec un premier conseil, c'est Spider-Man Into the Spider-Verse, qui est le dessin animé d'animation qui a gagné l'Oscar du meilleur film d'animation, je tiens à le préciser, devant Disney. Prends ça dans la gueule, hein, eux qui n'ont pas voulu donner l'Oscar à Le vent se lève de Miyazaki, parce que je l'ai vu récemment et c'est une tuerie, et qu'ils ont préféré le donner à Frozen, hein, c'est quand même une grosse merde, hein, la planète des neiges, tu vois, la reine des neiges.
Et Spider-Man Into the Spider-Verse, c'est vraiment quelque chose d'étonnant parce que quand je te parlais de dramatisation et dédramatisation, ce film, il y arrive très 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 bien. C'est très efficace, c'est par les mecs qui ont réalisé le premier film Lego. Ah oui, c'est vrai. C'est assez décapant, c'est super bien réalisé, il y a plein d'idées pour rendre compte des comics américains. Et l'histoire, elle est complètement délirante parce que justement, ils rentrent dans des univers alternatifs où tu as des Spider-Man dépressifs, des Spider-Man en noir et blanc qui combattent des nazis, des Spider-Man en mecha. Et tous ceux-là, ils se rencontrent ensemble et ils savent pas trop ce qui se passe. Ils doivent affronter le caïd. Enfin, il y a plein de bonnes idées. Ça fourmille, c'est vivifiant comme... et c'est très positif aussi comme film. C'est très étonnant. Il y a beaucoup d'humour aussi qui marche assez bien. Franchement, c'est une grosse découverte. Vraiment, encore une fois, on reboot Spider-Man. Encore une fois, je trouve que Sony fait un meilleur boulot que Marvel Studios chez Disney. Sony a, je trouve, une patte que tu vois très bien que c'est pas chez Disney en fait qui font ça. Même le Venom, je trouve que le Venom a un problème, ça le rend un peu vieillot. Mais je trouve ces films chez Sony, ils ont quelque chose que Marvel Studios ne fait pas. Et je suis content que les super-héros ne soient pas tous dans une même écurie de production de films. Parce que ça permet une diversité et finalement un cahier des charges qui n'est pas le même. Bah oui. Et quand vous voyez plusieurs films d'affilée, vous voyez les 2 Spider-Man de chez Disney et les 2 Spider-Man récentes chez Sony avec Andrew Garfield. Vous voyez très bien qu'on n'est pas du tout sur les mêmes registres, les mêmes utilisations des effets spéciaux, les mêmes situations, les mêmes conflits, les mêmes combats. La façon de les faire, je veux dire par là. Et je suis content de voir que voilà, Sony il a repris Spider-Man. Oui. Oh là là, les fans. Non mais c'est bien que Sony puisse avoir quelque chose pour contrebalancer et proposer une autre vision du super-héros. Avec le même acteur. Et toi, qu'est-ce que tu proposerais ? Moi je proposerais la série sur Amazon Prime Video, The Boys, qui est un meilleur Brightburn que le film Brightburn lui-même, à savoir, là je me concentre que sur un personnage. En tant que fan de Superman, c'est la réécriture pour ceux qui ont vu la série et pour celles et ceux qui ont vu la bande-annonce, Homelander, le protecteur en français de cette traduction, qui est un personnage revisité, qui n'est pas explicitement de DC Comics, donc d'une autre réalité, mais qui reprend exactement les mêmes pouvoirs du personnage. Parmi tant d'autres, on a un simili d'Aquaman, un simili de Wonder Woman dedans, les 5, les 5, ou les 7, qui sont les... privatisés. Voilà, qui sont dans une entreprise où ils font leur boulot de super-héros, mais ce sont des marques. Et on se sert de leur image au profit d'une commercialisation à leur effigie de jouets, de films. Enfin, en gros, voilà, une réalité dans laquelle le super-héros existe, mais nous, en tant qu'être humain, on les adore, mais en réalité, on découvre avec le protagoniste qui est un humain le dessous des affaires. Et les dommages collatéraux, ouais. Les énormes et incalculables dommages collatéraux qu'ils font. Et on a un Flash qui est détestable au possible. Enfin, il s'appelle pas Flash, il s'appelle autrement, je ne sais pas. A-Train. A-Train, voilà, en anglais. On a un Aquaman juste ridicule qui fait des choses atroces. Je dirais, avec des dauphins. Avec des dauphins, on va pas expliquer plus, mais vous avez compris. Et en gros, c'est pour celles et ceux qui aiment se moquer des super-héros et qui détestent ça, moi je recommande à tous ceux qui détestent super-héros, regardez cette série. Moi j'adore ça, mais parce que c'est le DCU que j'aurais voulu voir. C'est ce que prévoyait de faire Zack Snyder, c'était un Injustice-like. Là, c'est parfait. Là franchement, ouais. On a des super-héros très sombres, mais vraiment, avec un humour. Alors là, il y a de l'humour, vous allez rigoler, mais vous n'allez pas rigoler de la même façon qu'on regarde un Marvel. C'est très gore, c'est une violence qui par moments est volontairement non drôle aussi, et ça marche très bien. Donc moi je vous conseille The Boys, les acteurs jouent très bien, vous allez reconnaître certains d'entre eux. Simon Pegg, il y a Karl Urban. Celui qui joue dans The Banshee, la série. C'est le mec qui joue Dredd. Et qui joue dans Seigneur des Anneaux. Oui, voilà, à chaque fois j'oublie son nom à lui, mais j'aime bien cet acteur, oui, excellent, avec la voix de Brad Pitt en français, ça colle très très bien. Le doublage français, vous pouvez regarder en français aussi, c'est pas un problème. Moi j'ai regardé en français, le doublage est très bien fait, ça marche bien, ça ne sort pas de la fiction, et vous avez un crescendo d'épisodes où vraiment c'est que des bonnes idées. Moi je n'attends plus qu'une chose, c'est la saison 2. C'est la saison 2. Écoutez, on a terminé cette critique. Encore une fois, vous êtes habitués à
à la durée extrême quand j'ai toujours un invité, mais moi ça me fait très plaisir de discuter librement, sans contrainte de temps avec toi Arthur sur les films de super-héros. Plaisir est partagé. Merci beaucoup de ta venue et de ta participation. On vous remercie de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis jusqu'au bout. N'hésitez pas à poster des commentaires parce qu'on vous a régulièrement demandé votre avis ou votre expertise dans la vidéo. N'hésitez pas à venir enchérir en informations, en commentaire, à donner un petit peu votre avis sur le film, sur ce qu'on a dit également. On vous en remercie d'avance. On vous souhaite plein de bonnes choses, une bonne journée, une bonne semaine et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut! Salut!